Merci à tous d'être là, ça me fait vraiment très plaisir. C'est la deuxième fois que je viens ici. Et la première fois, c'est il y a déjà pas mal d'années, c'était avant le confinement. Ma compréhension, mon cheminement était à un endroit. Aujourd'hui, je suis à un autre endroit. Et j'espère que toute la vie, je me baladerai sur plein d'endroits différents de compréhension. Je vous le souhaite aussi et je sais que si vous êtes là, c'est que vous avez déjà tous déjà pas mal cheminé. C'est toujours émouvant de partager ce que ça apporte d'ouvrir notre compréhension spirituelle. Vous sentez déjà, juste quand on évoque tout ça, le fait de se rassembler dans cette intention, et le cœur il est en joie. On a tous, si on est là aujourd'hui, soif d'ouvrir notre compréhension. Alors, je vais parler un peu de mon cheminement brièvement, que vous compreniez un peu ce qui fait qu'aujourd'hui je peux vous parler de l'exploration des vies antérieures. Et puis je vais vous parler aussi de mon activité maintenant, à la fois en cabinet et dans la transmission. Donc, je viens d'un milieu, un milieu médical, et de parents étaient médecins, donc un cadre assez classique dans ma compréhension. Et à l'adolescence, je me suis passionnée pour la psychanalyse, vraiment passionnée. Tout me paraissait évident et simple et j'ai adoré explorer les différents courants de pensée. Et à 18 ans, j'ai commencé une analyse avec un psychanalyste. J'avais déjà beaucoup avancé dans ma compréhension, mais c'était une compréhension intellectuelle. Je pense que vous comprenez bien de quoi il s'agit. Quand on comprend intellectuellement, le corps ne le sait pas forcément. Et puis j'ai travaillé pendant des années avec mon psychanalyste qui m'a vraiment énormément aidée. Donc le courant de pensée dans lequel j'ai été baignée et par lequel j'ai été formée, c'est kleinien ou winnicottien. Pour vous donner juste un repère tout simple, ça permet d'entrer dans un espace de compréhension interne où on invite le sujet à simplement être lui-même. Être lui-même dans sa transparence, dans sa sincérité. Donc on met en lumière nos résistances et puis également tous nos petits stratagèmes qui cachent qui on est. Donc c'est un espace où on travaille pour être sincère et authentique. Ce pourquoi je vous dis ça, c'est que c'est le socle sur lequel j'ai travaillé toute ma vie. Être sincère et authentique. Et l'avantage de la spiritualité, c'est que c'est le même socle. Donc c'est le seul endroit qui est resté. Tout le reste, ça s'est ouvert. Mais au moins ça c'est resté. Donc j'avais au moins un axe. Donc j'ai travaillé pendant des années avec mon psychanalyste et puis pendant le travail que j'ai effectué avec lui est venue l'évidence que j'avais aussi moi à me former à la psychanalyse. Donc je me suis formée et je me suis installée en 2005 à La Rochelle dans mon cabinet. Au début j'ai travaillé de manière classique comme j'avais été formée et puis après quelques années, une dizaine d'années, je commençais à ressentir, c'était indescriptible parce que j'avais pas une ouverture de conscience spirituelle à ce moment-là, mais je ressentais comme une envie de pouvoir soigner plus de gens, aider plus de gens, accompagner plus de gens en moins de temps, tout en me disant comment on fait ça, parce que la psychanalyse, vous savez bien, c'est pas rapide, c'est efficace mais c'est pas rapide. Et du coup, je sentais que c'était présent en moi. Et puis les choses sont venues, on va dire, m'interpeller sur la compréhension spirituelle et est venue des différentes choses dans ma vie qui m'ont fait souligner la possibilité qu'il y ait un sens au-delà de juste cette vie, une possibilité également de comprendre, d'explorer, de vérifier. Et là, chez moi, il y a quelque chose qui s'est dit, ah oui, on peut vérifier. Donc là, ça m'a intéressée. Parce que les croyances, c'est super et ça aide beaucoup de gens. Mais pour venir d'un milieu où on avait une croyance religieuse, on était d'une famille protestante, qui était très soft, c'est-à-dire faire le mieux que l'on puisse faire avec cœur. Et puis si on n'est pas réussi, il fallait apprendre simplement à se pardonner. Donc c'était pas trop culpabilisant, même si moi je ressentais assez facilement la culpabilité, c'était pas trop culpabilisant. Mais je m'étais éloignée de ce dogme parce que je partais du principe qu'on n'avait pas besoin d'une religion pour être aimant. Et que être aimant, c'est juste du bon sens en fait. C'est être sincère, authentique, vouloir le bien à la fois pour soi et l'autre. Et j'avais pas besoin qu'on m'explique comment faire, mon cœur savait le faire tout seul. Donc,
j'avais baissé tout ça et je m'étais dit, si la spiritualité, on m'explique ce qu'il faut croire, ça m'intéresse pas du tout. Si je peux vérifier moi-même et qu'il y a quelque chose, d'accord, mais si c'est juste croire quelqu'un qui me dit que, ça m'intéresse pas. Donc, de manière un peu stratégique, je suis allée quadriller le terrain en me disant, le son est bon ou pas? Ça va, j'ai eu l'impression que il y a un petit... bon, ça siffle un peu, voilà. Un petit Larsen peut-être. Est-ce que si je me mets un peu plus loin de... Peut-être c'est mieux là? Non ça, oui, j'ai l'impression que c'est mieux. Ok, super. J'ai parlé que pour les gens là, du coup. Donc, voilà. Je me suis dit, j'ai besoin d'explorer moi-même, comprendre moi-même et faire mon propre cheminement pour savoir s'il y a quelque chose et si c'est juste des gens qui m'expliquent ce qu'il faut que je croie, bah, je le saurai assez rapidement. Donc, après avoir fait mes expériences, donc consulter une médium. Il faut savoir qu'à la fois en psychiatrie, en psychologie et en psychanalyse, nous, on apprend que la médiumnité, c'est quand même une pathologie mentale. J'ai appris ça, moi. Alors moi, je me disais, bon, ok, donc là, je vais aller voir un médium. Alors, j'aurais vraiment tout fait, quoi. Et j'étais pas super fière en me disant, je crois personne. Et donc, quand je l'ai vue, eh ben, elle m'a scié, quoi. Elle m'a scié, je me suis dit, bah, c'est pas possible. Je suis partie avec une sorte de joie au cœur, mais juste un rayonnement, en fait, dans mon cœur qui était juste extraordinaire. Et le doute est revenu. Et j'ai observé qu'en fait, à chaque fois qu'on connecte et qu'on contacte quelque chose vraiment qui nous... merci, super, c'est mieux. Ouais, c'est mieux. À chaque fois qu'on contacte une compréhension comme ça, qu'on va appeler cardiaque, c'est-à-dire que notre cœur a compris, notre mental a toujours besoin de dire, moi, mais c'est peut-être pas sûr, ouais, mais c'est peut-être pas vrai, ouais, mais peut-être que parce que, et blabla, et blabla, et blabla. Et donc, comme mon mental était bien actif, je me suis dit, ok, il faut que je vérifie plus et plus et plus. Donc, j'y suis allée, quoi. Alors, autant en psychanalyse, je m'étais investie, autant là, en spiritualité aussi. J'ai un tempérament à avoir vraiment besoin d'aller à investir en profondeur les domaines qui m'intéressent. Donc, un jour, je vais en conférence et puis j'écoute une femme que j'apprécie beaucoup, qui est en numérologie, qui est vraiment très intéressante. Donc, c'était Babette Renaudot. Et à la fin de sa conférence, au milieu de la conférence, elle parle d'un livre, Souvenirs de l'au-delà, de Michael Newton. Et là, elle dit, grâce à cette exploration en hypnose dans les vies antérieures, on peut avoir accès à ce qui se passe au-delà du voile. Et là, je dis, moi, c'est ça que je veux, moi. Ça m'intéressait, il y avait quelque chose en moi qui avait vraiment envie d'avoir plus d'informations sur les vies antérieures. Cela dit en passant, à 20 ans, quand j'ai entendu des gens qui exploraient leur vie antérieure, j'ai ri. Je me suis dit, oui, bien sûr. Alors, les vies antérieures. Et puis surtout, ça va, c'est assez compliqué. On va pas s'en rajouter. C'est assez compliqué comme ça, une seule. Donc, je m'étais dit, mais quelle idée. Mais bon, donc, c'était pas prêt, tout simplement. J'avais 20 ans à l'époque. Et puis bah là, cette fois, c'était exactement ce qui m'intéressait finalement, vraiment et puissamment. Donc, j'ai lu le livre et j'ai trouvé ça extraordinaire. Ça m'a emballé terriblement. Et puis je me suis dit, bon, bah, du coup, j'ai continué à explorer, j'ai lu d'autres auteurs. Donc, pour ceux qui l'ont pas lu, Souvenir de l'au-delà, c'est Michael Newton est un psychologue qui s'est retrouvé, un docteur en psychologie aux États-Unis, et puis qui s'est retrouvé à avoir des gens qui régressaient spontanément pendant qu'il faisait de l'hypnose classique. C'était pas, il n'avait pas pour intention d'amener les gens dans leur vie antérieure, il n'avait pas ce paradigme en lui, il n'avait pas cette ouverture. Donc, quand il a écrit ce livre, il a ramené énormément d'éléments variés, énormément de régressions variées, donc j'ai trouvé passionnant. J'ai également lu Brian Weiss, qui est un psychiatre américain et qui a cherché à soigner une de ses patientes qui lui avait été adressée par des confrères qui n'avaient pas réussi à l'aider, donc elle avait travaillé déjà longuement et elle n'avait pas réussi à enlever ses angoisses, en tout cas même pas les diminuer. Donc lui a écrit ce livre-là en retraçant tout le cheminement de cette femme et le sien. Donc j'ai beaucoup aimé aussi, n'hésitez pas à le lire, il est vraiment très intéressant, de nombreuses vies, de nombreux maîtres de Brian Weiss. Donc en lisant tout ça, je me suis dit bon, moi maintenant, je vais essayer, parce que c'est super de lire les écrits, c'est super de lire les expériences des autres, mais j'ai besoin de voir ce que ça apporte. Et j'ai fait ma première régression seule, j'ai simplement tapé sur YouTube régression vie antérieure. Je me suis fait une relaxation, j'ai fait l'audio et puis j'ai eu accès à 2 vies. Et je me suis dit, bon, est-ce que c'est des vies, est-ce que c'est des idées Bon,
quand je vous dis le mental est toujours présent, il est présent longtemps. Hein. Moi, il m'a accompagné très longtemps. Et donc, j'ai pris ce qui était. Mais il n'y avait pas d'affect, de sentiments, j'avais juste des images, des compréhensions. Bon. Et puis j'ai pris un rendez-vous avec une personne qui m'a fait ma première régression. Et là, les devis sont arrivés. Et comme il n'y avait rien d'autre, du coup, je suis entrée dans ces explorations-là. Et là, j'ai vraiment eu une ouverture de compréhension, une exploration au niveau de mes sens. Ça, c'est très perturbant. C'est-à-dire, on ressent, on vit de l'intérieur. On perçoit avec nos émotions, notre personnalité, et on perçoit vraiment à travers tous nos sens. Donc ça, c'était assez incroyable, vraiment. Et puis j'en ai refait plusieurs, avec vraiment des expériences tellement signifiantes, parce qu'on voyait les liens avec ma vie présente, les influences, et la compréhension est venue en fait apaiser des endroits qui ne pouvaient pas être apaisés sans cela. Et c'est en cela que j'ai trouvé ça assez incroyable, parce que même après avoir travaillé très longtemps, certaines douleurs d'enfant, hein, comme chacun a ses difficultés dans son existence, même si j'avais mis de la distance, même si j'avais travaillé beaucoup sur tout ça, si j'avais vraiment l'honnêteté d'aller regarder, je pouvais y sentir encore de la peine. Et ben là, ça enlevait ce qui pouvait être douloureux, parce que ça me montrait une compréhension tout autre. Et c'est ce switch-là de compréhension que j'ai trouvé assez incroyable et qui n'est pas accessible quand on n'a pas l'ouverture de conscience spirituelle. Donc, j'ai continué à explorer, parce que j'ai trouvé ça incroyable. Une ou deux régressions étaient évidemment insuffisantes pour moi. Mais j'étais toujours psychanalyste, toujours dans mon cabinet. Et puis je me suis dit, l'idéal, ça serait qu'une de mes patientes qui faisait de l'hypnose se forme, et comme ça je pouvais lui adresser tout le monde. Moi je trouvais ça très bien. Sur le papier c'était pas mal. Puis du coup j'en parle. Non. Puis même ça lui fait un peu peur et tout. Je suis super. Du coup non. Et donc je me suis dit c'est pas grave, je vais le faire moi-même du coup. Mais c'est vraiment à défaut. Puis j'aurais jamais imaginé. Je sais pas pourquoi. Je me disais je sais pas si je serais compétente, si j'y arriverais et tout. Enfin bon, on a tous nos doutes. Hein. Bon. Je me suis dit, de toute façon, j'ai pas le choix, les personnes. Donc, je me suis formée. Et à partir du moment où j'ai commencé à m'inscrire, en fait, dans la formation, ma patiente, elle m'a dit, finalement, je veux bien qu'on en parle. J'ai dit, allez, c'est bon. J'ai compris, c'est moi qui vais le faire, mais on peut en parler aussi. Mais c'était à moi de prendre ça en charge. Donc, je me suis inscrite, je me suis formée, j'ai adoré. Donc, à l'Institut international d'hypnose spirituelle, j'ai été formée par Jean-Charles Chabot. Et j'ai adoré. J'ai adoré parce qu'il y avait cette partie théorique dans un classeur extrêmement structuré. Donc, je suis quelqu'un de très structuré. Pour moi, c'est très important que ça parte pas dans tous les sens. Et donc là, c'était très structuré, très aidant, avec des vidéos, avec un support écrit. Donc, je me suis dit, super. Et après, on avait un présentiel. Oh là là, le présentiel. Alors, on a passé 4 jours à régresser les uns les autres. On était dans un état de dilatation cardiaque terrible. J'aimais tout le monde. Je faisais câlin à tout le monde. C'était une horreur. J'étais là... Il va falloir revenir dans le monde là. Et je touchais plus terre à la fin. Mais en vrai, faire des régressions comme ça à plusieurs reprises sur la journée, à plusieurs de part et d'autre et tout, c'est waouh. Donc, je suis quand même revenue à peu près sur terre en me disant ok, là c'est vraiment. Et je me suis dit, je peux pas garder ça pour moi. Je suis obligée de partager. Donc, j'ai commencé à en faire à proposer à mes patients qui ne venaient pas du tout vers ça. À la base, je suis psy, ils viennent voir une psy, ils viennent pas du tout parler de la spiritualité. Hein. Mais je me suis dit, ça m'a tellement soignée en fait. Là où je savais même pas que je pouvais soigner ça. C'est-à-dire pour moi, je me disais, c'est comme ça, c'est mon enfance, chacun a vécu ce qu'il a vécu, et puis il faut juste mettre de la distance, et puis accueillir nos émotions, bref. Mais en fait là non, en fait, ça enlève les problèmes, donc du coup, il n'y a plus rien à porter quoi. Et au fur et à mesure, j'avais de moins en moins de poids psychique par rapport à mon histoire. Et en fait, ça faisait même faire l'inverse, c'est-à-dire plus le temps passe, moi j'ai l'impression d'avoir passé. C'est-à-dire, c'est comme si quand je regardais là, intérieurement, sur mon histoire, je sens que c'est tout léger, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, j'ai voulu apporter ça aux autres. Et là, je me suis dit, alors, je suis psychanalyste, c'est des médecins qui m'adressent des patients. Et là, je vais commencer à leur parler de la spiritualité, bien sûr, de vie intérieure. Ouais. Connecté au monde de l'esprit. Ah, les défunts, ils sont vivants. Et là, j'étais, ok. Je vais le faire de toute façon parce que je vois pas ce que je peux faire d'autre en fait. Du coup, je l'ai fait.
Et c'était pas facile parce que j'arrivais sur un terrain où les gens ils étaient pas conquis quoi. Hein. Et bon, en fait, j'ai eu l'avantage de la confiance qu'ils m'avaient accordée pendant toutes ces années et ils se sont dit bon, ça a l'air bizarre, mais en même temps c'est elle qui me le dit, du coup on va quand même regarder. Donc j'ai eu ce transfert de confiance de la part de mes patients qui se sont dit bon, parce que c'est elle, on y va. Et bah, ça a été un voyage extraordinaire parce qu'au début, bah, j'avais donc le niveau praticien et j'ai rapidement appliqué ce que j'avais appris. Mais je sentais que j'avais besoin de consolider mes capacités, mes compétences, surtout au niveau de l'intégration. Donc il faut savoir dans notre formation, au niveau praticien, on travaille surtout d'exploration pour qu'il n'y ait aucun leading inapproprié. Alors qu'est-ce que le leading inapproprié? C'est influencer la mémoire. Avec des questions, les gens influencent énormément. Et j'ai à cœur que la personne fasse son expérience sans qu'il y ait de perturbation. Et dans cette école-là, ce que j'ai apprécié, c'est qu'il y a un énorme sérieux à cet endroit-là, c'est-à-dire la personne peut explorer à sa façon sans qu'on induise par nos questions ou par notre prisme à nous son expérience. Donc ça, c'était un point pour moi ultra important. Mais une fois qu'on a assimilé ça, il y a quand même l'intégration. Et l'intégration, en tant que psychanalyste, pour moi, c'est ce qui me passionne, l'intégration. Vu qu'on travaille énormément l'intégration dans le travail psychanalytique, pour moi, c'était important de pouvoir approfondir cet endroit-là. Et je me suis formée du coup au maître praticien l'année d'après, donc j'avais intégré déjà bien l'exploration des vies antérieures pour tous ceux qui étaient intéressés dans ma patientèle. Et au niveau maître prat, bah là déjà j'ai senti que ça montait d'un cran, parce que vraiment au niveau de la compréhension du processus d'intégration, c'était encore plus structuré, plus clair, plus net, donc je me sentais beaucoup plus assise dans ma capacité à les aider à explorer. Et entre-temps, j'avais un peu exploré, mais finalement, pas tant que ça, pas autant que ce que j'ai fait après par contre. Et là, je commençais à me dire, bon, bah, moi j'aimerais bien explorer plus, parce que je trouvais qu'une compréhension approfondie pour soi-même, à la manière en psychanalyse, nous, d'abord on travaille sur nous, ensuite on reçoit un enseignement théorique, mais il y a un ordre logique, c'est-à-dire si on reçoit un enseignement théorique en premier sans avoir expérimenté, on va comprendre mentalement, intellectuellement, pas intérieurement. Et là, j'ai suivi le même processus. Je me suis dit, bah, en ayant commencé par les explorations, en ayant fait, je devais en avoir fait une douzaine, ce qui n'est pas énorme, je me disais, bon, là, c'est pas logique de ne pas aller plus loin, vu qu'à chaque fois c'est passionnant, pourquoi s'arrêter à juste 12, 13, voilà. Et puis, j'avais personne dans mon entourage, puis plusieurs fois, les gens ils me disaient, bon, t'as qu'à le faire toute seule. Je sais pas, oui, mais bon. Et puis après, je me dis, oui, en fait, finalement, pourquoi pas. J'ai des amis, quand on apprend en hypnose régressive à faire la première séance, bah, on met n'importe quel praticien avec son script, et puis il lit, il peut lire mal, et puis on y arrive quand même. Hein, donc, je me dis, bah oui, je vais filer ça à mes amis, et puis j'ai commencé comme ça, hein, en me disant, bah, je leur demande de lire le script, et puis on y va. Et puis en fait, bah, du coup, je me suis embarquée, hein, et comme j'ai des amis qui sont intéressés au sujet, et bah, du coup, j'ai commencé à en faire une petite cinquantaine, et puis après, j'ai une autre amie avec qui je me suis beaucoup investie dans ce travail-là, et donc là maintenant, j'ai exploré plus de 200 fois mes vies antérieures et les connexions au monde de l'esprit. Hein. Donc, je connais bien le sujet maintenant, il faut être honnête, il y a des choses maintenant que je peux affirmer comme étant quelque chose vraiment aussi lié à mon expérience. Donc, dans mon expérience, et à la fois en tant que praticienne et en tant que sujet, ce que j'ai pu observer de ce que les vies antérieures apportent. Déjà, c'est la possibilité d'entrer dans des points de vue différents. Vous voyez, là, vous avez tous l'impression, quelque part, en étant assis là, en écoutant la même chose, que je parle de la même chose pour chacun. Ce qui n'est pas vrai. Je pourrais passer par le cœur, le ressenti de chacun, j'y sentirais quelque chose de différent. Et bien, nos vies antérieures, quand on entre dans une personnalité, on voit à travers les yeux de la personne qu'on était et on ressent à travers le cœur une façon d'être au monde différente de la nôtre. Et qu'est-ce que ça apporte au niveau de notre personnalité? En fait, ça l'assouplit terriblement. Plus on comprend des points de vue différents, plus on voyage dans des cœurs différents, dans des yeux différents, dans des êtres différents, plus on a une compréhension, ce qu'on va appeler cardiaque, c'est-à-dire de compassion. Parce qu'une fois qu'on a vécu du dedans ce que c'est d'être un macho qui est persuadé que les femmes, bon bah voilà quoi, ça sert à rien de leur expliquer parce que de toute façon on sait mieux qu'elles, bah le vivre de l'intérieur, franchement, vu de l'extérieur, on se dit bon bah quand même, vu de l'intérieur c'est complètement normal, franchement, c'est logique. Et en fait c'est ça qui est extraordinaire dans l'exploration vue de l'intérieur, c'est que tout est toujours très logique.
Déjà, on a toujours raison, donc ça c'est extraordinaire. L'ego humain est super pour ça. Vu que vu dedans, on a raison. L'autre a tort. Et donc ça, c'est la joie de l'exploration, évidemment. Mais une fois qu'on a exploré, ce qui est passionnant, et c'est ça qui m'intéresse dans les régressions, parce que parfois les gens font ou reçoivent l'information d'une vie antérieure de la part d'un tiers, ce qui, à mon sens, dans juste mon point de vue, parce que évidemment c'est le mien que je peux donner, n'est pas thérapeutique. Ce qui est thérapeutique, c'est d'explorer du dedans une personnalité, parce que vu du dedans, comme on a raison, on ne peut pas la juger, on la comprend. Et parce qu'on la comprend, eh bien ça ouvre notre compréhension déjà dans l'exploration interne. Si quelqu'un nous disait quelque chose de l'extérieur, qu'est-ce qui se passe? C'est notre ego qui entend. Ça veut dire qu'on a envie un peu de se défendre si jamais c'est quelque chose qui flatte pas l'ego. Donc, c'est pas thérapeutique à cet endroit-là. Et évidemment, comme je suis thérapeute, ce qui m'intéresse, c'est l'espace thérapeutique. Donc, dans l'exploration interne, il y a déjà tout un travail thérapeutique, mais c'est pas suffisant. Si la personne explorait seulement sa vie antérieure, ce qui se fait parfois sans travail d'intégration, c'est-à-dire tout le processus que nous, on transmet au niveau prat et après sur les autres formations, où on l'affine, ce processus-là permet quoi? Permet d'aborder un espace de communication avec le monde de l'esprit. Donc, qu'on nomme cela comme étant simplement l'amour d'intelligence qui nous enseigne, une lumière d'intelligence d'amour, que ce soit nos guides, que ce soit notre âme, que ce soit les êtres qui nous sont chers, peu importe, c'est le même endroit. Donc on ne va pas s'embêter, on ne va pas chercher à quelque part séparer ou identifier, on l'identifie facilement, mais ce n'est pas l'objet, c'est plutôt comprendre que quand on se place dans l'espace cardiaque, s'ouvre en nous la connexion au monde de l'esprit, et à cet endroit-là, on est guidé de l'intérieur. Concrètement, c'est exactement l'espace psychanalytique qu'on cherche à la base, c'est-à-dire le vrai, le sincère et l'authentique. À part que c'est décloisonné par rapport à notre compréhension mentale et qu'on entre sur un espace où c'est les enseignants du monde de l'esprit qui nous enseignent. Là, ça hausse bien le niveau. Donc quand ils arrivent, on entend des choses telles que, par exemple, pour vous donner un exemple de genre de saut de compréhension qu'on a, ça secoue toujours un petit peu sur nos idées préconçues, et c'est ça que j'apprécie avec eux, c'est que ça remet puissamment en question, vu que c'est ça notre travail, pour nous assouplir et pour nous bonifier. La première régression que j'avais faite, donc j'étais un enfant garçon qui était au service de personnes dans un village aux États-Unis, qui avait été laissé par sa mère de naissance et qui était plus ou moins un peu l'esclave de l'auberge. Il y avait des violences, il y avait des sévices et tout ça. Et puis en communiquant avec le monde de l'esprit, en sortant de cette exploration, première régression, et moi intérieurement j'étais là, quand même, c'est pas facile. Et pourtant ça faisait sens par rapport à beaucoup de choses, par rapport à ma vie présente. Et puis là j'entends, tu aurais pu partir. Et là, intérieurement je suis quoi, j'aurais pu partir. C'est-à-dire, je me sentais très victime moi à la base. Et ben non, en fait, t'aurais pu partir. Et j'écoute, c'est-à-dire, il me dit, à 6 ans, tu étais assez petite pour te faire aimer et assez grande pour partir. Allez, voilà. Et il me montre en plus, c'est pas tout. Et juste en face de l'endroit où j'étais, il y avait une maison, et c'est vrai, il y avait une famille avec des enfants. Là, j'aurais pu être aimée. Voilà. Vous voyez le niveau d'office, première phrase, j'ai rien à faire, première phrase. Vous voyez, sentez comme ça switch la compréhension. On est réaligné sur notre responsabilisation. La vraie responsabilité de l'être qui cherche à évoluer, qui cherche à se bonifier, parce que c'est ça qu'on vient faire. Donc, à chaque fois qu'on a exploré nos vies antérieures, qu'est-ce qui se passe? C'est pas suffisant. Imaginez, je vais pas à l'espace d'intégration, je ne fais qu'explorer une vie où je suis victime. Moi je suis en colère, je suis victime, c'est pas juste, je vais raconter à tout le monde que j'étais victime, que c'était dur, la vie c'est dur, j'ai pas de chance. Ça va pas tellement me dynamiser, ça va pas tellement m'aider à évoluer. Cette première phrase, il y en a eu plein d'autres, cette première phrase déjà réaligne bien quoi. Et du coup les questions suivantes c'est quoi? C'est qu'est-ce qui fait qu'on a eu accès à cette vie-là? Qu'est-ce qu'elle venait m'enseigner? Quel était le défi majeur que j'avais à relever? Ah, l'autonomie. Oui, l'autonomie. Ah, l'estime de soi, le soin à soi, la préservation de soi. Ah oui, c'est vrai que si on reste à un endroit où on est maltraité, on passe à côté du défi du coup. Ça m'a permis de comprendre que j'étais passée à côté totalement du défi que j'étais venue relever. Comprenez le processus, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire on arrête d'en vouloir aux gens, on arrête d'accuser les gens, on est complètement réaligné sur le sens. C'est ce qu'on cherche tous en fait, le sens. Qu'est-ce qui fait qu'on est là?
En vrai, je suis psychanalyste. Les gens, ils arrivent, ils me disent, moi, mon père, moi, ma mère. Hein. Oui, alors, moi, mon père et moi, ma mère, on les a choisis. Hein. Alors, on les a choisis et en plus, on les aime de l'autre côté du voile. Ils viennent jouer des rôles. Mais si on se prend trop au sérieux et qu'on prend dans le rôle trop au sérieux, on est persuadé d'avoir raison d'en vouloir à la terre entière. Et c'est ça que ça va faire fondre, progressivement. Faire fondre des illusions qu'on ait raison d'en vouloir à la terre entière, à soi et aux autres. Le champ de conscience qu'on explore, parce que c'est pas quelque chose qui vient du praticien, hein, c'est qu'on l'a entendu dedans, on baigne dans cet amour qui nous remet en question, qui nous assouplit, qui nous bonifie et qui nous montre le sens au-delà de nos yeux physiques. Quand on est réaligné à cet endroit-là, une fois qu'on a eu accès, qu'est-ce qui fait qu'on a eu accès à cette vie-là plutôt qu'une autre? Qu'est-ce qu'il voulait nous enseigner? Donc là, on peut être avec juste la conscience supérieure, la partie la plus sage à l'intérieur de nous, qui sait tout au sujet de notre âme. Ou avec nos enseignants, ce qu'on va appeler, ce que les gens appellent les guides. Hein. Pour moi, c'est mes enseignants, c'est mes amis. Donc le monde spirituel travaille avec moi en collaboration maintenant dans toutes mes consultations. Hein. C'est-à-dire que je ne fais pas que travailler avec mon bagage psychique, je travaille principalement avec l'intelligence du monde de l'esprit qui travaille à travers ma compréhension. Hein. Donc, une fois qu'on a eu accès à ça, la personne, c'est elle qui nous les transmet bien entendu, ces informations-là, a accès au défi. Qu'est-ce qui fait que cette âme-là avait besoin de cette vie-là, de cette personnalité-là, de ce corps-là, de ces événements-là? Ensuite, est-ce qu'il a été relevé ou non? Pour l'exemple que je vous ai donné, non, raté. Qu'est-ce qui serait passé si j'avais réussi? Et là, il nous montre. J'aurais été aimée dans un autre endroit. Et j'aurais vu qu'on pouvait être aimé par des gens. Et je serais partie le cœur beaucoup plus léger. Voilà, donc on peut regarder aussi l'influence d'une vie sur une autre, donc l'influence de la vie qu'on a explorée sur notre vie présente. On peut également voir les âmes qui sont présentes dans la vie dans laquelle j'étais, par exemple, et puis qui sont également incarnées dans ma vie actuelle, ce qui était le cas, ce qui me montrait du coup le sens de ce pourquoi ça pouvait être conflictuel avec certaines personnes, parce que tant qu'on reste dans un point de vue horizontal, ça aussi c'est ce qu'on apprend quand on régresse, c'est que on a tous un peu l'imaginaire, alors où il n'y a rien pour les gens, où il y a quelque chose, mais souvent on va imaginer le quelque chose comme étant un peu un endroit où ça y est, on est léger, on est bien, on mort, ça va mieux. Voilà, quand on est mort, ça va mieux, on est plus léger, on est plus tranquille, presque on n'a plus de soucis, quoi. Alors, en vrai, c'est pas vrai. Et d'ailleurs, il faut le dire, parce que qu'est-ce qui fait que les gens ils se suicident? C'est qu'ils ont l'illusion, c'est horrible en vrai, parce qu'ils ont l'illusion que ça va les alléger. Hein. Alors, c'est complètement faux. C'est-à-dire le fardeau psychique, affectif, reste partout où on va. Comme quand vous partez en vacances. Hein. C'est-à-dire, vous pouvez faire ce que vous voulez et vous êtes avec vous-même, partout. On laisse un corps, le corps ne porte pas qui on est. On habite un corps, et si psychiquement on est dans la peine, dans la colère, eh bien, on sort d'un corps pour être dans la peine et la colère, juste à côté. À part qu'on n'a plus les moyens de l'apaiser sur le plan terrestre. Donc, on reste sur le niveau cardiaque, psychique que l'on a atteint, à la fois sur le plan terrestre et quand on quitte le corps physique. Et l'illusion que la plupart des gens ont, c'est que, voilà, ils évoluent, on arrive un peu en gros dans le paradis, vu que c'est un peu ce qu'on nous a vendu comme rêve au niveau de la religion. Donc on arrive dans un paradis, dans ce paradis, ça va mieux, on est léger et tout va bien. Donc en vrai, dans ce qu'on peut explorer quand on expérimente les régressions dans les vies antérieures, les personnes ne relatent pas du tout ça. C'est-à-dire si on sort par le haut, c'est-à-dire par un apaisement dans la vie antérieure que l'on explore, la personne peut rejoindre assez aisément les espaces de conscience enseignants. Mais si on se rassombrit en colère et en rage, on tournoie un sacré bout de temps avant de réussir à faire autre chose. Hein. Donc, et on peut rester sur un niveau de conscience qui, par exemple, ne nous permettrait pas de savoir qu'on a d'autres vies. Donc dans le monde de l'esprit, il y a des personnes qui sont très intéressées par le travail qu'on peut faire et qui viennent pour regarder ce qu'on fait. Parce qu'ils apprennent, grâce à nos explorations à nous, une compréhension auquel ils n'ont pas forcément accès. On peut, par exemple, quitter un corps physique, partir dans ce qu'on appelle la phase de conscience de Kamaloka, qui est une phase de conscience, hein, c'est un terme sanskrit, et se réendormir dans notre Kamaloka pour revenir s'incarner dans un autre corps avec une autre personnalité sans même savoir qu'on était parti et revenu dans un autre corps. Quand on a suffisamment, quelque part,
cheminé, ouvert notre compréhension et saisi presque cette logique même de mouvement d'énergie qui entre et qui sort comme des feuilles d'un arbre qui tombent et qui reviennent sous d'autres formes pour nourrir toujours l'arbre, c'est ça les vies, hein. On évolue différemment dans le monde de l'esprit. Là-dessus, je peux vous proposer quand même une petite anecdote qui pour moi a été très émouvante, très touchante. Donc ça fait longtemps que j'explore les vies antérieures. Et j'ai mes 2 parents qui sont décédés depuis quelques temps déjà. Et un jour, quand j'étais à l'extérieur, souvent je prends un petit temps de connexion pour me relier au monde de l'esprit pendant que je suis au dehors. Et là, c'est pas mes enseignants qui sont venus, c'est mon père. Et mais pas comme je le connaissais, comme il était déjà venu une fois. Mais il était plus comme je le connaissais à l'époque quand il était venu la première fois. Mais là, il est venu et il n'avait pas du tout la même, si je puis dire, texture d'énergie. C'est pas évident à décrire, mais je pense que vous comprenez. Et il était beaucoup plus lumineux, plus allégé. Et il me dit, tes explorations m'ont interpellée et j'ai demandé à mes enseignants si j'avais d'autres vies, si je pouvais en explorer. Et il m'a montré 3 extraits de vie qui expliquait qui il était, comment il était dans sa vie présente. Il m'a montré une première vie où il était à Brooklyn et il devait faire des combats de boxe pour gagner de l'argent et aider sa mère qui était malade. Ils vivaient tous les deux dans un petit logement et il était noir et c'était le seul métier qu'il pouvait exercer pour avoir de l'argent. Donc il était boxeur. Et une deuxième vie où il m'a montré où il était esclave, maltraité par son maître et il devait faire des combats à mort entre esclaves. Donc vous imaginez le niveau de douleur, de souffrance, voilà, hein, et de violence de ce genre de vie. Et puis la dernière qui m'a montré, c'était une vie au Mexique où il était un frère aîné d'une fratrie de 5 et il faisait des combats de chiens pour donner de l'argent à ses parents parce qu'ils ne travaillaient pas, ils étaient pauvres. Et il m'a montré ces 3 vies pour m'expliquer quel père il avait été et ce pourquoi c'était pas si facile. Voilà. Que certaines émotions étaient plus difficiles pour lui à accepter, à gérer que d'autres. Ça explique tellement de choses. Voilà, comprendre avec amour, avec compassion, ce qui se passe dans la vie de l'autre, dans le cœur de l'autre. Ça change tout. Ça faisait bien longtemps que j'étais très en paix avec tout ça, mais le voir s'alléger grâce au travail que j'effectue, c'était juste incroyable. Et il m'a montré comme si les chaînes qu'il avait autour de lui, elles avaient lâché. Et il était beaucoup plus déployé, c'est-à-dire il arrêtait de se sentir constamment coupable. Vous voyez, la chance qu'on a quand on ose vraiment investir l'espace cardiaque, et un espace enseignant qu'on a tous dans notre cœur, cet amour-là enseignant, eh bien, on continue à recevoir les enseignements au fur et à mesure, c'est-à-dire quand on a suffisamment activé cet espace de connexion, et bien après il est actif pour nous tout le temps quand on en a besoin. Donc on peut plonger directement dans cet espace de connexion pour recevoir les enseignements. Et une fois, de la même manière que le matin où j'ai reçu mon père en communication, eh bien un matin j'étais dans la nature et puis je reçois un enseignement à propos de l'incarnation terrestre. Et là il me montre comme un dôme sur Terre et me montrant qu'en fait les vies c'est cela. Et on entre dans ce dôme et toutes les personnes que l'on croise dans notre vie, c'est qui on a été pour d'autres dans d'autres temps. Et qu'on a, pour sortir de ce jeu terrestre, parce que je pense que beaucoup ont entendu cette notion de jeu, c'est-à-dire d'espace de travail enseignant, mais c'est un jeu quand même si on est un peu sérieux à certains moments et que les douleurs, c'est difficile de sourire à certaines douleurs. Ils m'ont montré que toutes les personnes que l'on rencontrait étaient qui on avait été dans d'autres vies et qu'il fallait qu'on fasse la paix avec ces personnes-là pour sortir de l'obligation de revenir constamment en boucle, sans cesse en colère contre un tel ou contre un tel, sachant que c'est à nous-mêmes que l'on en veut. On a à faire la paix avec nous, on a à voir en quoi l'autre vient nous aider à nous bonifier, nous aider à travailler sur nous, que sans difficulté, eh bien on ne peut pas voir ce que l'on est capable de faire. Donc, il y a un souhait beaucoup plus beau, beaucoup plus grand derrière.
On est à l'école, on râle parce qu'il y a des exercices difficiles, on râle parce que franchement on n'a pas choisi d'être avec les autres là. Et en vrai, en fait, on a choisi, notre âme en plus elle leur demande, parce qu'elle adore évoluer, et que même si on l'a oublié une fois qu'on est là, en vrai, elle adore les difficultés. Si ça c'est extraordinaire d'entendre les gens qui ont vécu vraiment des vies parfois, mon Dieu, et qui finissent la régression en disant la joie, en fait, la vraie joie que l'âme avait avant d'entrer dans la vie, parce que ça c'est des espaces de conscience que l'on peut connecter une fois qu'on a exploré une vie. On peut aller au moment vibratoire avant de s'incarner, que ce soit dans la vie qu'on a explorée ou que ce soit pour notre vie présente. Et là on voit les liens d'âme à âme. Une fois, j'avais, il n'y a pas longtemps, il y a tellement d'exemples, c'est toujours pour moi un peu difficile de me souvenir, mais il n'y a pas longtemps, j'ai une personne avec qui je travaille depuis quelques mois qui est psychologue. Et elle a été maltraitée quand elle était enfant par une mère qui était violente et un père qui laissait faire. Et elle disait avoir souffert de tout ça, mais être quand même aimante, elle aimait vraiment sa mère. Et elle était en paix avec ce qui s'était passé. Et puis là, on explore une vie. C'est quelqu'un qui avait déjà pas mal exploré d'autres vies aussi. Là, on explore une vie. Elle est un homme violent, alcoolique, et elle bat sa femme. Et puis elle explore vraiment vu du dedans. Pour lui, c'était logique. C'était logique. Peut-être qu'il ne pouvait pas faire autrement. Puis bon, il était d'un milieu où de toute façon tout le monde buvait. Enfin voilà, c'était un bûcheron. C'est comme ça, c'était vraiment à l'époque, dans des générations et d'autres temps, bref. Et donc c'était assez, pour lui, logique. Et puis un jour, un mauvais coup, et puis voilà, elle est morte sous ses coups. Et après, il a vraiment souffert de comprendre quelque part la gravité de ce qu'il avait effectué, mais il avait caché ce qui s'était passé et il ne l'a jamais payé. Bref, donc une vie antérieure, comme on les aime, c'est-à-dire avec matière. Pour essayer de sublimer tout ça, il faut travailler évidemment sur l'intégration. Imaginez bien, là on s'arrête là, c'est moyen quand même. On repart avec ça, qu'est-ce qu'on fait, voilà. Alors par contre, on repart avec ça et là on demande quel était le défi majeur. Maîtriser ses émotions. Raté du coup. Qu'est-ce qui serait passé si elle avait réussi en tant qu'homme à maîtriser ses émotions? Eh bien, ils lui ont montré que sur son chemin de vie, un peu avant, au lieu de partir avec cette femme, il aurait pu suivre un amour qu'il avait pour une autre personne et il aurait osé sortir de ce qui avait été prévu initialement par sa famille et suivre le chemin du cœur. Et du coup, par amour, il aurait pu se retenir, se contenir et gérer différemment. Donc on a vu que le chemin aurait été différent s'il avait réussi à s'écouter et à respecter quelque part l'amour qui était en lui. Donc ce qu'on voit, c'est que l'enseignement n'est jamais jugeant, ça c'est très important, il n'y a jamais de jugement, ça n'existe pas, vu que c'est un jeu. On ne va pas juger quelqu'un qui joue, ça n'a pas de sens, et surtout qu'on joue avec nous-mêmes. Quand vous êtes, imaginez oui, ils me montrent les petits chevaux, mais je leur disais, on est joué tout seul, c'est pas drôle du coup, donc c'est moins valable. Mais par contre, quand on rêve, quand on est en train de rêver, toutes les personnes qui sont dans notre rêve sont des parties de nous. Là, en tant que psychanalyste, moi ça me parle, vu qu'on travaille beaucoup sur ces matières-là. Et quand on se réveille, on se dit, oui, déjà on sait que c'était un rêve, très facilement, et en quelques secondes on voit bien qu'on était dans un rêve, mais surtout on peut savoir que tout ça, c'est nous-mêmes. Eh bien c'est ça l'incarnation terrestre, c'est un rêve collectif. Nous faisons tous ensemble un rêve collectif. Et c'est ce qu'on apprend, voir au-delà du rêve collectif. C'est seulement à cet endroit-là qu'on peut être pacifié. Il n'y a aucune raison d'être en paix avec quelqu'un qui nous nuit, qui nous agresse, qui nous blesse, si on n'a pas une capacité à voir en quoi notre âme progresse sur certains enseignements. Et il faut savoir que les plus grands enseignants sont souvent les gens qui nous ont le plus nui. Et la plupart du temps, dans l'exploration que j'ai pu en faire, ce sont souvent nos meilleurs amis. Mais parce qu'on s'aime tellement fort, on va venir faire un jeu ensemble pour être en paix quand même. Ça serait plus difficile d'être en paix avec quelqu'un qu'on n'aime pas trop. Donc c'est nos meilleurs amis souvent qui s'incarnent dans des corps, des personnalités très différentes des nôtres et avec qui il y a des tensions parce qu'on a à apprendre à faire la paix. C'est ça qu'on vient tous apprendre. On est à l'école et on vient apprendre à faire la paix avec soi-même. Tant qu'on a besoin d'avoir un adversaire au dehors de soi, on ne peut pas faire la paix. L'adversaire
est celui qui crée la séparativité. Ça, c'est ce qu'on apprend quand on chemine avec le monde de l'esprit. C'est qu'il nous montre que tant qu'on regarde la vie à travers nos yeux physiques et qu'on a besoin de dire que c'est pas de notre faute, c'est de la faute de l'autre, on est sur le mode de la séparativité, c'est-à-dire on voit à travers notre adversaire. Saisir que notre cœur sait comprendre n'importe quelle personne de l'intérieur, et quand on entre vraiment dans le vécu de quelqu'un, quand on chose son cœur, son corps, sa personnalité, ses yeux, on sait qu'il fait ce qu'il peut. Avec qui il est à ce moment-là, avec son champ de conscience. Vous vous doutez bien que si on chaussait le corps d'un crocodile ou d'un lapin, on n'aurait pas le même point de vue sur le monde. Est-ce qu'on serait meilleur? Je ne sais pas. Est-ce qu'on arriverait mieux ou moins bien? Je ne sais pas. En tout cas, on ferait ce qu'on pourrait avec ça. Eh bien, il y a des corps et des personnalités pas faciles à chausser. C'est ça qu'on apprend quand on travaille avec le monde de l'esprit. Donc, la grandeur d'une âme, parce que c'est ça qu'on vient chercher, grandir. Donc la grandeur, c'est pas une supériorité, c'est une chaleur de cœur. Avoir une chaleur de cœur suffisante pour comprendre l'autre de l'intérieur, c'est ça qui nous enseigne. C'est plus de chaleur, simplement plus d'amour. Mais ce n'est possible que si nos yeux voient au-delà du jeu. Si on sait regarder ce que la circonstance nous enseigne, ce que le lien à l'autre nous apporte, on peut bien progresser. Pour vous proposer un autre exemple, une fois j'avais une personne qui... j'hésite entre deux exemples, c'est pour ça que je mets un petit ton. Là, il y avait une personne qui m'avait consultée à distance et elle avait une mère qui était très froide, distante. Ça avait été très difficile pour elle d'avoir cette mère-là. Elle avait beaucoup souffert, beaucoup de manque affectif. Et un père violent, ils avaient tous coupé les ponts avec lui, parce qu'il n'était juste pas gérable. Donc, une distance, et puis c'est tout, parce qu'il n'y avait plus moyen, en fait, d'être en lien à lui. Et il lui en voulait trop. Et donc, on part dans une régression, dans une exploration de ses vies. Et j'ai pas la mémoire, parce que c'est il y a longtemps, de ce qui s'était passé pendant cette vie, mais j'ai surtout la mémoire du processus d'intégration qui avait été assez fabuleux. Et donc, on arrive dans l'espace enseignant, ces guides sont présents, donc les enseignants sont présents. Et là, ils me disent de connecter d'âme à âme. Donc, je demande, vous voyez que là, je ne lead pas, je ne dis pas on le fait, c'est je demande si c'est approprié. Je demande si c'est approprié de connecter à l'âme de sa mère. Et elle dit oui. Et du coup, son être, son âme, connecte à ce qu'est sa mère en tant qu'âme, pas en tant que personnalité, pas en tant que corps, en tant qu'âme. Et elle me dit, c'est incroyable. Il y a un amour incroyable. Donc là, elle est émue, touchée. Et elle me dit, mais enfin, ça n'a aucun rapport avec la mère que j'ai, en fait. Hein. Et donc, je demande au monde de l'esprit, qu'est-ce qui fait que, d'âme à âme, il y a un tel amour? Et là, il répond à travers elle. Hein. Moi, je prends des notes, hein, c'est pas moi qui dis. Hein. Et là, elle dit, vos âmes sont très proches, elles s'aiment énormément. Et vous avez eu beaucoup de vies où vous étiez tellement fusionnels, tellement proches, que vous n'avez pas réussi à vous séparer. Et dans cette vie, elle a choisi de s'incarner dans une mère froide et distante pour t'aider à la quitter, à faire ton chemin. Elle est autonome cette fois. Voilà. Sentez physiquement comment notre corps réagit quand on comprend ça. Sentez. Voilà, c'est ça que ça amène. C'est-à-dire ça enlève le problème en fait. Ça switch tellement que ça fait venir une compréhension aimante, apaisante et élevante. Ensuite, je demande si c'est approprié de connecter à l'âme du Père. Et donc oui. Et on va auprès de l'âme de son Père et elle me dit c'est incroyable, c'est le même amour en fait. C'est un amour tellement fort. Mais il me pousse. Il me pousse pour avancer. En fait, avec ce que j'ai vécu dans mon enfance, franchement, le reste de ma vie, c'est facile. Il m'a donné la force et le courage de traverser le reste, parce qu'à côté de ce que j'avais vécu, franchement, rien n'était difficile. Vous voyez, le switch de conscience que ça apporte, c'est-à-dire, ce n'est pas pour nous nuire, c'est pour un projet supérieur, pour notre âme, et pas l'être incarné souffre, c'est clair. On souffre, on vit de la douleur, on vit de la souffrance, mais élever notre être à une compréhension supérieure, et on peut supporter, voire complètement, changer un lien en passant par là. C'est-à-dire être totalement en paix, en voyant au-delà. Voilà. Ensuite,
dans le travail qu'on fait, il se trouve que en une régression, lorsque l'on contacte à l'âme de quelqu'un, parfois ce contact-là change radicalement le lien à l'autre dans la vie présente immédiatement sans que l'autre soit au courant de quoi que ce soit. J'ai eu énormément d'expériences sur ce domaine-là où les personnes simplement se reliaient d'âme à âme et revenaient en disant le lien est apaisé. Donc j'ai eu beaucoup d'amis qui ont vécu ça, vu qu'on a beaucoup travaillé ensemble, des patients qui ont vécu ça. Donc c'est assez fabuleux à observer que quand l'enseignement est assimilé, eh bien la paix s'installe. Voilà. On vient chercher à s'apaiser. Quand ils m'ont montré le dôme, ce qu'ils ont précisé, ce qu'on a envie de dire, oui, bon, on n'a pas tous été violents. En fait, si, si, mais pas comme on le voit, c'est-à-dire quand une âme est immature, quand elle a quitté l'incarnation animale et qu'elle vit la grande transformation pour entrer après un switch de transformation vraiment énergétique, où on entre après dans les vies humaines, eh bien, on a le champ de conscience immature. Comme un enfant qui se fait taper, il va taper. Comme un enfant qui est blessé, il va être agressif. Vous voyez ? Eh bien, c'est cette immaturité qu'on a tous incarnée. Voilà, tout simplement. On a tous été immatures comme tout le monde, on a tous été des enfants, si je puis dire, on a tous été violents d'une manière ou d'une autre, parce que c'est ça l'humanité, elle passe par l'immaturité pour grandir et s'élever. Et quand on regarde juste l'échelle de notre vie, on voit bien, on pouvait être agressif plus jeune, beaucoup moins à la longue, voire même plus du tout, quand on a suffisamment mûri. D'accord ? Donc, percevoir que faire la paix avec toutes ces facettes de qui on a été, c'est ça le projet. Et l'avantage de l'hypnose régressive, c'est que quand on voyage à travers les vies antérieures, c'est d'autant plus facile d'être pacifié, parce qu'on voit à l'intérieur du cœur de l'autre. Voilà en quoi il y a quelque chose de thérapeutique et que j'apprécie beaucoup, parce que c'est la personne qui vit l'expérience et qui reçoit les enseignements. Donc, de tout cela, à force de travailler, j'en suis venue à développer plus mes capacités. Tout ça uniquement pour être avec un genou plus encore à terre. Hein. Le travail que je fais, c'est être au service du monde de l'esprit. C'est-à-dire, c'est être de moins en moins présente pour que le monde de l'esprit puisse de mieux en mieux parler à travers. C'est ça le travail que j'essaye d'effectuer. C'est d'être de moins en moins en parasitage, si je puis dire, pour qu'ils aient un espace disponible pour exprimer ce qu'ils souhaitent exprimer. Donc j'ai développé des capacités de ce qu'on appelle en trans-healing, de transcommunication, c'est-à-dire de partir le plus possible pour pouvoir laisser venir les présences pour s'exprimer à travers soi. Donc j'ai travaillé au collège, Arthur Finlay College à Londres, et je fais venir un médium avec qui on travaille tous les étés, au mois d'août. Cette année, c'est du 12 au 15. Il est déjà bien rempli, mais j'accepte encore 2-3 personnes, mais en vrai, il est déjà très rempli. Mais la salle est grande, donc voilà. Et pendant ce temps-là, on travaille nos habiletés de communication avec le monde subtil. C'est-à-dire, on augmente notre capacité cardiaque à recevoir les informations. Quand on régresse, c'est la même chose, c'est les capacités cardiaques qui augmentent. Et là, sur 4 jours, on travaille pour vraiment travailler notre discernement, de voir où est le mental, où est la communication du monde de l'esprit, pour pouvoir vraiment faire la différence intérieurement. On apprend à se placer en silence, correctement. Voilà, donc c'est un travail qui est absolument passionnant. Donc, en ayant développé des capacités pour être le plus au service possible, le plus juste possible, et bien forcément tôt ou tard on a envie de transmettre, donc que ce soit l'hypnose régressive ou que ce soit la communication avec le monde spirituel, c'est des choses que du coup j'ai commencé à ressentir que c'était important de transmettre, et puis je me suis tournée vers mon ami Jean-Charles qui m'avait formée et je lui ai dit écoute, j'ai une formation à te proposer. Et cette formation, alors le format, c'est ce qui m'a été transmis, donc c'est pas moi qui ai décidé quelque chose en particulier. J'ai reçu une information par rapport à ce qui était juste et approprié de transmettre pour du monde enseignant vers les élèves qui voulaient recevoir cet enseignement. Donc on travaille sur 5 mois à faire une régression par semaine. Les personnes qui viennent dans cette formation ont forcément le niveau maître praticien, donc ils ont au niveau prat, l'habileté à bien explorer sans influencer. Au niveau maître prat, une bonne habileté à avoir une intégration profonde du processus. Et là, ce que l'on appelle l'accompagnement thérapeutique, c'est d'abord un gros cheminement interne. Donc pendant 5 mois, les personnes font une régression par semaine pour eux et une régression pour l'autre. Donc on est sur
un bon rythme. Moi je dis on peut faire plus, mais c'est bien déjà. Une par semaine à recevoir, une à donner, ça assouplit. Ça secoue, ça assouplit, ça fait plein de choses chouettes. Et donc ça pendant 5 mois, avec des binômes. Donc le groupe change de personne une fois par mois, il travaille avec une autre personne, et comme ça, il découvre la variété des interactions qu'il y a quand on régresse avec quelqu'un, voir aussi comment la présence de l'un va amener un matériel un peu différent de la présence de l'autre, et puis surtout, comme on régresse entre nous, l'avantage, c'est qu'on a un œil bien aiguisé sur tout ce qui est leading inapproprié, et ça, on les chasse s'il en reste. Il en reste souvent. Et puis surtout de l'approfondissement. Donc là, on y va beaucoup plus en profondeur au niveau du processus d'intégration, parce que ce qui nous intéresse en utilisant régulièrement les vies antérieures, c'est de plus en plus, le plus possible, se désidentifier d'une personnalité en particulier. On chausse une personnalité, celle-là aussi. On a notre humain, on a notre corps, on a une personnalité qui a des habiletés. On vient en tant qu'âme, c'est-à-dire l'amour intelligent en nous, c'est ça qui on est, vient chausser cette personnalité pour développer le plus possible son potentiel, quel qu'il soit. Chaque personnalité est parfaite. Chaque humain a exactement ce qu'il a pour nous. Il est le meilleur pour nous. Et quand on regarde, osez être honnête, qui a un bon lien avec son humain? Ici. Osez être honnête. Voilà, d'accord. Voilà, c'est par là que ça se passe. C'est-à-dire avoir un bon lien à son humain. Se relier à lui avec amour, avec douceur, avec compréhension. Voir en quoi il est fabuleux sur tous les aspects. Ça, ce n'est possible que si nos yeux sont ouverts. Nos vrais yeux. Les yeux aimants. Qui savent que c'est notre enfant. Un autre enseignement qu'ils m'ont transmis il y a quelque temps, pour vous donner l'anecdote. Au début, j'avais vu ça comme image, j'avais trouvé ça super intéressant, j'étais super contente. C'était un aquarium, c'était au tout début. Il montrait un aquarium et il montrait que l'incarnation terrestre, c'était comme placer un poisson dans un aquarium avec le petit décor, et c'était ça l'incarnation, on choisissait tout ça. Moi, je trouvais ça super intéressant, j'étais déjà très contente de me dire, super, en tant que poisson, on peut aller voyager dans d'autres océans et tout, c'est fabuleux. Puis, beaucoup plus tard, il me rappelle l'image, il me remonte l'aquarium. Et puis là, ils me disent très nettement, on est l'eau. Je fais, ah oui, c'est-à-dire, on est l'eau dans tout. On est l'eau dans l'aquarium, on est l'eau dans le poisson, on est l'eau dans les algues, dans le verre, dans l'air, on est l'eau. Sentez la puissance d'unité que l'on comprend quand on a saisi ça. Voyez l'illusion dans laquelle on est tous. On a tous envie de dire, moi je suis ci, moi je suis pas ça, moi je suis plus comme ci, moi je suis plus comme ça, moi je trouve ça bien ce qu'elle a dit, non moi j'aime pas. Moi je quoi. En fait, on n'est pas le moi je, on joue avec, on s'amuse avec, ou on s'ennuie avec. Parfois on s'ennuie avec. On vient se relier à cette conscience que nous sommes un seul et même corps. L'humanité est un être à part entière. Nous sommes une particule de cet être. Comme nos cellules sont ensemble, et on le sait, elles sont reliées, moi je ne le sais pas en regardant, mais je le sais parce qu'on me l'a dit, qu'il y a des gens qui ont travaillé quand même là-dessus. Donc nos cellules se sont entendues pour être ensemble, ça tombe plutôt bien, comme ça on a un corps qui tient la route. Voilà. Nous, on ne s'entend pas, on ne tient pas la route, on n'a pas un corps qui tient la route. Voilà. Même avec les gens qui nous sont proches. Alors là, les autres. D'accord ? Voilà le travail qu'on a à faire. C'est-à-dire dans le boulot, quoi. Être en paix, déjà avec soi. Vous voyez le temps plein que c'est déjà. Sérieux, en vrai. Alors après, avec les autres. Et le mieux, ceux qui nous ennuient. Allez, bon, on a encore quelques vies normalement, ça va. Voilà, c'est ça le projet. C'est de suffisamment cheminer vers cet espace de conscience pour ressentir au niveau cardiaque, dans notre cœur aimant, à travers nos yeux, cette conscience que nous sommes un seul et même corps, que l'intérêt de l'autre est le nôtre. Quand on travaille avec le monde de l'esprit, comme j'essaye de le transmettre vraiment le plus fidèlement possible, c'est que le praticien devient la main gauche, le sujet devient la main droite, les enseignants, c'est le monde de l'esprit. Donc on place psychiquement une écoute avec un effacement suffisant pour qu'on entende tous le même cœur et la même intelligence. C'est ça notre travail.
Donc vous voyez, ça demande un certain investissement, ça ne se fait pas comme ça. Il y a aussi un entretien avec moi au début, parce que forcément, pour partir sur 5 mois, il faut avoir des épaules solides, et vraiment un cœur conscient du travail qu'il va avoir à faire, et un ego qui n'a pas les 2 pieds sur le stop, hein, et qui n'est pas prêt à entendre que ce qu'il arrange. Donc autant dire que forcément, on est obligé de prendre un petit temps pour savoir, ok, est-ce qu'en vrai on a envie d'avancer ou est-ce qu'on a envie d'être flatté? J'en ai entendu des gens qui disaient qu'ils avaient telle vie antérieure, machin. Ils se flattent, quoi. On n'est pas là pour se flatter. On est là pour faire fondre le plus possible l'illusion de séparativité. Pas se raconter qu'on a été machin et truc et l'empereur machin. Et que... Même avec les régressions, les gens peuvent tourner en rond. Hein. J'en ai vu en vouloir à un tel parce qu'il a été comme ça dans une autre vie, alors du coup je l'en veux. Pas d'accord. Enfin, sérieux, c'est l'inverse du travail qu'on a à faire. C'est-à-dire, si on utilise ça pour en vouloir aux gens, le faites pas. Surtout, faites autre chose dans votre vie. Il y a plein d'autres trucs à faire. D'ailleurs, on arrive très bien à en vouloir aux gens sans ça, donc ça sert à rien d'aller utiliser ça. Quand on travaille avec le monde de l'esprit, on vient humblement mettre les genoux à terre et se dire, ok, je suis l'auteur de mon monde. Je suis responsable de tout ce qu'il y a dans ma vie. Je peux râler sur les gens d'être sur mon plateau, c'est moi qui les ai choisis. Voilà. Donc, tant qu'on a envie de râler, cet endroit-là résiste au travail. Tant qu'on a envie d'entendre ce qui nous arrange, ce qui nous flatte, on résiste au travail. Il faut vraiment avoir soif, quoi. Une vraie soif. Une soif de mieux aimer. Mais aimer vraiment. Aimer vraiment, c'est pas dire aux gens ce qui les arrange. Hein. Moi, j'aime vraiment les gens. Je suis hyper honnête. Souvent, les gens, sur cet endroit-là, s'ils s'attendent juste à recevoir quelque chose de doux, de tendre, de sympathique, si on regarde ensemble, dans le travail qu'on peut faire, les endroits de raideur, de colère ou de remise en question, ils peuvent trouver ça pas sympa. Pourtant, il n'y a pas plus belle aide qui soit. Pouvoir voir où on peut s'assouplir, se bonifier, s'apaiser. Voilà. Donc, il faut être déjà à un certain endroit psychique pour être vraiment dans le souhait de se bonifier. C'est ça l'invitation. C'est une main tendue du monde de l'esprit pour nous aider à plus encore éclairer notre cœur et notre être de l'intérieur. Les gens cherchent la joie auprès des autres cœurs autour d'eux. La joie est présente, simplement dans cet endroit-là. Il suffit de la rejoindre. Elle nous attend à chaque instant. Mais on peut passer notre vie dans notre tête, et encore mieux, en vouloir à la terre entière, et on va se dire que la joie, elle ne vient pas. Et que c'est quand même pas juste, parce que les autres... Voilà. Là, c'est l'invitation à faire juste choisir un autre chemin, un chemin où on descend, on se pacifie, on s'apaise, on contemple. Et à cet endroit-là, tout est vraiment très beau. Observez vous-même, quand vous regardez des détails, quels qu'ils soient. Un détail, vu de près, c'est pas terrible. Mais dès que vous dézoomez, et que vous contemplez, tout devient beau. Eh bien, c'est cette invitation à élever notre conscience en hauteur. Si on ne voit pas la situation comme belle, c'est qu'on est trop pris. Élevons notre regard. Regardons différemment. C'est ça l'invitation. C'est élever, dans tous les sens du terme. Dans les explorations que l'on fait, on peut partir sur par exemple des liens qui ont été difficiles, et explorer différentes vies jusqu'à ce qu'on arrive à vraiment libérer. Quelquefois, une régression peut vraiment être ultra pacifiante, mais quelquefois il en faut pas mal. Voire quelquefois on peut demander puis on n'a pas la réponse. Ça arrive. Et pour vous donner un autre exemple, celui-ci, c'est un exemple que j'aime beaucoup parce que j'avais aimé aussi voir le switch. C'est ça que j'aime beaucoup, le switch de compréhension qu'on a quand on voit de l'autre côté du voile. Et c'était un monsieur qui était venu et puis il me disait qu'il était alcoolique abstinent. Et en tant qu'alcoolique abstinent, il pensait que c'était parce qu'il y avait une carence de maternage. Moi, je suis psychanalyste, ça colle. Pour moi, c'est compréhensible. Hein. C'est ce qu'on m'a enseigné. Et puis ensuite, il m'expliquait donc la difficulté avec sa mère, qui avait été une mère qui n'avait pas pu vraiment s'occuper de lui parce qu'elle avait perdu un enfant avant et elle était dans son deuil. Voilà. Donc on part dans une exploration et lors de cette exploration, il entre dans une vie de prêtre très très dévoué, très aimant, vraiment une belle âme, vraiment. Et
il se relie au mieux, qui vraiment dans son plein potentiel, tout ce qu'il pouvait faire au mieux, il le faisait pour ses paroissiens. Et puis il décède, et là on va auprès du monde de l'esprit, ces guides sont là. Et on explore les apprentissages en lien à cette vie-là, et puis après vient les deux questions qui étaient les siennes par rapport à l'alcoolisme et puis cette mère. Et là je demande qu'est-ce qui fait que cette personne a choisi cette mère-là pour s'incarner. Elle fait un petit saut. J'ai pas choisi. J'entends, on va simplement écouter ce qui vient, si ça vous va. Et donc il écoute, et il me dit, tu as choisi cette mère-là parce qu'elle souffrait tellement qu'elle avait envie de se tuer. Tu es venu lui donner envie de vivre. Et tu as réussi. Voilà. Donc simplement cette phrase replace la qualité d'âme de l'être qui est venu aider sa mère. C'est quand même beau de comprendre qu'on est assez généreux parfois pour supporter des situations difficiles pour aider l'autre. Voilà. Ça anoblit la situation. Donc ça enlève le problème parce qu'en fait, il n'y en a plus, vu qu'il a réussi à l'aider. Ensuite, il a eu un contact avec sa mère. C'était assez touchant et drôle parce qu'elle lui a aussi renvoyé le fait qu'il n'avait pas toujours été évident comme fils. Ça, on oublie, parce que nous, on a toujours raison. C'est pratique. Et quand on est enfant, on a raison d'être en colère et machin, ici et ça. Donc forcément, même ado, on a raison du coup. C'est pratique. Mais là, c'était très touchant parce que sa mère lui a dit très gentiment, mais lui a dit quand même, ça replace. Et du coup, on se retrouvait avec son alcoolisme, on n'avait plus de bonnes raisons. Alors j'ai demandé, qu'est-ce qui fait qu'il a eu des problèmes avec l'alcool? De nombreuses vies d'alcooliques. Alors, même ça, c'est pas à cause de sa mère, celui que je vous dise. C'est dommage, mais voilà, on ne peut pas accuser en fait. C'est-à-dire, on ne peut que se responsabiliser. Un autre exemple, ultra intéressant sur la responsabilisation, parce que c'est ce qui nous manque, c'est cette compréhension en fait. Tant qu'on n'a pas compris qu'on était responsable de nous, on a envie d'accuser l'autre, mais tout le monde, vraiment. Une fois, j'accompagnais une jeune femme qui faisait une régression où elle avait essayé d'entrer dans un gang, et pour entrer dans un gang, elle était un garçon, pour entrer dans ce gang, il fallait avoir commis un acte tel qu'un casse ou autre. Et il y a des vies plus faciles que d'autres. Et donc elle arrive en tant que garçon dans ce casse, puis elle rate, et elle se fait tuer pendant le casse. Et du coup, elle a raté son entrée dans le gang, mais le gang a pris sa mère, qu'elle avait dans cette autre vie, et elles l'ont enfermée et gardée en la maltraitant pendant une dizaine d'années. Et on a vu qu'une fois qu'elle avait quitté son corps physique, il culpabilisait énormément et il était resté auprès de sa mère jusqu'à ce qu'elle décède. Et c'était très touchant. Et quand on est arrivé après auprès du monde de l'esprit, j'ai demandé à propos de cet événement, est-ce qu'il avait été choisi avant de s'incarner, et qu'est-ce qui fait du coup que sa mère avait vécu ça. Et là, très distinctement, ils répondent à travers elle, elle avait à vivre cela. Voilà, comme la personne culpabilisée pendant tout ce temps, c'est quand même très intéressant d'entendre qu'elle avait à vivre cela. Et là, on demande qu'est-ce qui fait qu'elle avait à vivre cela. Qu'en fait, il lui montre un extrait de vie. Ça aussi, c'est ultra intéressant d'avoir des extraits de vie. Moi, je l'utilise beaucoup. J'aime beaucoup voir la variété des rôles sur un même thème. Et il lui montre qu'en fait, dans une autre vie, elle avait été je ne sais plus si c'était une mère ou un père maltraitant avec ma patiente. Et que du coup, tout était réaligné sur elle-même. C'est-à-dire ce qu'elle a vécu doit être vécu de part et d'autre, pas du tout comme une punition, il n'y en a pas, ça n'existe pas. C'est des jeux de rôle. On doit passer par tous les rôles pour comprendre. Et pour expliquer ça, ils m'ont montré une fois juste le mandala. Quand vous regardez le mandala, vous voyez bien que l'équilibre parfait est merveilleux. C'est en regardant au loin que c'est merveilleux, sinon c'est juste des petits bouts insignifiants. Mais quand vous prenez de la distance et que vous regardez l'équilibre parfait qu'il y a dans les vies, c'est extraordinairement beau. Et c'est cet équilibre-là qu'on vient expérimenter en passant de vie en vie, de corps en corps, et de rôle en rôle. Voilà. Donc c'est ces enseignements qui nous transmettent à travers une expérience interne. Donc, vous voyez, je pense que vous mesurez le switch de conscience que ça apporte. Et donc après, voilà, chacun utilise les régressions à sa façon. Moi, ce que j'enseigne, c'est de plus possible se libérer de l'identification à notre mental et le plus possible s'identifier à notre cœur. Pour cela, je vous invite à vous tourner aussi vers les ouvrages de Daniel Meroy,
et de Marie-Joanne Croteau-Mauroy. Ce sont vraiment deux personnes qui sont juste extraordinaires, qui ont fait un travail d'une honnêteté, d'un amour incroyable. Donc Danielle Mauroy et Marie-Joanne Croteau-Mauroy, qui est son épouse. Daniel Mauroy a voyagé dans l'astral depuis qu'il a une vingtaine d'années et il a recueilli des enseignements de ses explorations en décorporation. Et il a reçu des enseignements également dans des explorations de vie antérieure qu'il relate dans des livres. Et pour vous donner un seul livre, si vous avez envie de commencer, je ne sais pas si en premier livre c'est la meilleure marche à gravir quand on va vers Daniel Mauroy, mais moi c'est celui peut-être qui me reste comme étant un joyau incroyable, c'est La demeure du rayonnant. Alors moi je dirais lisez-les tous, mais après on va commencer à un déjà, mais La demeure du rayonnant, ça me reste encore comme étant vraiment un joyau. Et c'est la vie d'Akhenaton. Il était une personne, homme médecine, à côté d'Akhenaton. Et donc, il raconte sa vie antérieure en ayant côtoyé Akhenaton. Et qui en fait, en tant que pharaon, a cherché simplement à dire ce que je suis en train de dire là. Ce qui est banal pour nous maintenant de pouvoir entendre qu'il y aurait une unité d'amour, ça paraît en fait presque évident et logique. C'était pas du tout le cas avant. Il y avait plein de dieux et donc sa révolution c'était ça, c'était d'apporter une compréhension qu'en fait il y avait au-delà de tous ces dieux-là un dieu unique, si je puis dire. Bien sûr, c'était pas une idée de divin à l'extérieur de soi, mais c'était comprendre que dans notre cœur se trouve l'amour qui unit tous les êtres et qu'on peut communiquer directement avec lui. Et c'est ça en fait la base que l'on travaille quand on travaille avec l'hypnose régressive ou avec la transcommunication, c'est connecter le sas interne qui permet de connecter au monde de l'esprit intérieurement et de manière autonome. Donc ma transmission, elle est autour de l'autonomie. Et c'est ce qu'il disait simplement. Mais ce livre est juste fabuleux. Et pour Marie-Joanne Croteau-Mauroy, là elle en a sorti un il n'y a pas longtemps. Mais sinon, il y en a aussi un qui est vraiment très beau, c'est Sésame qui nous quitte. Elle est passeuse d'âme, et pour ceux qui sont intéressés par le travail des passeuses d'âme en décorporation, ce qui n'est évidemment pas la même chose quand on reste ici puis qu'on connecte, elle se décorpore et accompagne de l'autre côté du voile, avec son corps astral. Ce livre est vraiment merveilleux aussi. Donc, mais elle en a écrit plein d'autres, ils en ont écrit tous les deux beaucoup. Donc ça, je le propose à mes élèves quand on travaille sur les 5 mois pour qu'ils approfondissent leur compréhension spirituelle et pour qu'ils apprennent à voir les mécanismes en fait d'illusion liés au mental et pour revenir à l'endroit d'unité, c'est-à-dire voir en quoi la situation nous enseigne, voir comment pacifier notre être, comment vouloir vraiment au fond investir plus encore l'amour et l'intelligence en nous, tels des parents qui seraient face à des enfants. Nos humains sont nos enfants. Nous avons un seul et même parent, c'est l'amour en nous. Si on place notre conscience ainsi, imaginez la transformation psychique que ça amène. C'est nous sommes le nous, le nous, c'est-à-dire qui nous sommes, notre essence réellement, l'esprit mêlé à la lumière, nous sommes ce soleil interne. Et en chaque cœur, nous parlons. Sentez la compréhension que ça amène. Et donc, ça veut dire, quand les enfants se disputent en tant que parents matures, on les aide à s'apaiser. On peut aussi prendre parti si ça nous occupe, mais on va avoir du mal à les apaiser. Si on veut les apaiser, on va les comprendre l'un l'autre et on va les aider à rejoindre un espace de paix. C'est ça qu'on a à faire. Nous sommes le parent de tous les humains. Les humains sont nos enfants, nous avons à les faire grandir. L'intérêt collectif est la paix, vouloir le bien de l'autre, quoi qu'il se passe, le comprendre et trouver un espace de communication pour s'apaiser. Vous voyez l'énorme projet qu'on a au fond de nous. Et c'est faire venir en conscience ce projet-là et le réaliser progressivement. Pas après pas, parce que c'est pas toujours facile en vrai. D'accord ? Alors, se bonifier, c'est ça l'invitation. Et surtout, ne plus s'identifier à l'humain. Parce que c'est ça notre piège. On l'est tous. Très longtemps. Au début, ça, c'était des compréhensions. Je me disais, oui, mais comment en fait ? Et un jour, ils m'ont montré, on chausse un humain comme on chausse une chaussure. Ce qui n'est évidemment pas
tout à fait ça, parce qu'il y a beaucoup de nous en lui. Mais on chausse un humain comme on chausse une chaussure. Si on a choisi de partir en montagne, c'est normal qu'on ne choisisse pas des chaussures à talons. Si on a choisi de partir au bal, on va pas mettre des chaussures de randonnée. Alors si après, une fois qu'on a nos chaussures, on dit « j'aime pas ces chaussures, je vais faire les chaussures de l'autre », qu'est-ce qui se passe? On n'est pas en conscience, concentré sur le chemin qu'on a à faire. Donc, plutôt que de perdre notre énergie à critiquer la chaussure, marchons, élevons notre regard. Pas perdre trop d'énergie à critiquer d'une manière générale, et plutôt venir à élever notre être en l'amenant vers plus grand que soi en soi. C'est ça la grande invitation qui nous est faite. Non. Donc, la formation que je propose et que je donne depuis l'année dernière, c'est ça. Pendant 5 mois, on travaille donc avec le monde de l'esprit, on augmente notre discernement et on augmente notre capacité à voir dans les situations du quotidien, c'est hyper concret, hein, c'est est-ce qu'on s'est garé en étant énervé et tendu? Est-ce qu'on a bousculé quelqu'un en se disant il n'allait pas assez vite? Est-ce que franchement l'autre il aurait pu se dépêcher parce que moi j'étais hyper en retard? Et voilà, est-ce qu'on râle? Est-ce qu'on critique? Est-ce qu'on juge? Ou est-ce qu'on se relie aux gens? Voyez l'énorme travail qu'on a à faire. Si du matin jusqu'au soir, à partir d'aujourd'hui, ne serait-ce qu'ici, on se dit ok, je vais regarder avec honnêteté comment je suis. Comment je regarde les gens, comment je suis en lien aux autres. Est-ce que j'ai donné le meilleur de moi ou non? Voilà. Plus de douceur, plus de compréhension. Et la plupart des gens, ce qui obstrue leur regard, c'est les jugements. Voilà, vous l'avez tous vu intérieurement. Hein, j'avais pas besoin de le dire. Hein, c'était juste devant vos yeux. Vous voyez, on ne voit pas parce qu'on juge. Pour voir, il ne faut pas juger. Mais si on juge, on est persuadé d'avoir raison. Et du coup, on est piégé dans notre adversaire. Notre adversaire, c'est lui. Personne au dehors. Hein. Notre adversaire, c'est celui qui croit que l'autre est un danger et un problème. En fait, l'autre révèle qui on est. Grâce à l'autre, on voit qui on est. De la même manière qu'on peut s'appuyer sur un mur ou se blesser avec. Le travail, c'est s'appuyer sur ce qui se passe pour élever notre être. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions en fait? Parce que du coup, moi, je parle et tout. Mais peut-être, ça serait intéressant maintenant, si vous avez envie qu'on fasse un peu interactif. Est-ce qu'il y aurait des souhaits de partage, de réflexion, de questions? Oui. Je ne sais pas si je vais pouvoir bien m'exprimer. Ça sera bien. Est-ce que les lignes de temps se superposent comme on l'entend, comme dans une pelote de laine, c'est-à-dire que les vies se vivent en même temps, passé, présent, futur, ne faisant qu'un? Tout à fait. Là, si on regarde la métaphore du soleil, qui n'est en fait pas vraiment une métaphore, c'est juste la réalité. Donc, quand on regarde le soleil, il rayonne sur la Terre. Si on regarde de rayons qui partent du soleil et de ce qui arrive dans n'importe quel végétal, animal ou sur nous-mêmes, eh bien c'est maintenant dans un éternel présent où le soleil est présent là. Tout est présent au même moment, au même instant. C'est des endroits où ces choses se vivent, mais tout est présent maintenant. L'éternel présent, on le rejoint dans l'espace de paix au niveau cardiaque. C'est à cet endroit que quelque chose s'immobilise et nous montre que tout se joue en même temps maintenant. On est le centre d'une roue. Les rayons sont des vies qui tournent ensemble. Les rayons du soleil sont en même temps. Là, votre corps, c'est un corps de femme adulte. Quand vous étiez bébé, c'est pas maintenant. Pourtant, vous avez été bébé. Pourtant, votre corps aujourd'hui est différent. Mais vous êtes vous quand même. Voilà. Nous sommes et nous pouvons rejoindre cette conscience si on dépoussière notre conscience. Mais nous sommes dans un éternel présent. Et tout se vit maintenant. C'est aussi pour ça que je ne demande jamais à quelle époque c'est. Parce que je m'en moque totalement, ça fait bugger les gens, puis je dis oh l'époque, alors moi l'époque, parce que du coup si c'est maintenant, non stop. Alors, tout est maintenant de toute façon, donc ça ne sert à rien. C'est des couches successives de vie. Tout se passe maintenant. C'est aussi pour ça qu'on peut naviguer et voir les vies. C'est on perçoit à travers. Qu'est-ce qui se passe quand on régresse? En fait, nos corps, donc vous savez peut-être qu'on a différents corps énergétiques, pas seulement un corps physique, hein, l'aura que tout le monde connaît, je pense maintenant, hein, et le corps à l'extérieur, les autres sont à l'intérieur. Et nos corps ont tous des chakras qui relient les corps en un, et le corps causal qui détient les mémoires d'autres vies
se déploie au niveau de l'espace cardiaque. Donc dans l'espace cardiaque, il y a l'atome germe qui contient toutes nos vies et se déploie tout autour de nous, notre vie qu'on explore. Donc quand on explore une vie, c'est le corps causal qui va nous montrer, et c'est pour ça qu'on peut voir en même temps quand on est habitué. Je peux voir en même temps les vies des personnes qui sont explorées. Je peux même d'ailleurs explorer de part et d'autre des vies. Avec mes amis, je fais ça. Je regarde mon côté quand on a des vies ensemble. Je vois mon côté, mon ami ou mes amis voient de leur et on partage. C'est assez extraordinaire. Mais donc, dans le corps causal, s'exprime la vie qui est en train d'être vécue, mais du coup on la vit, on la ressent parce qu'on a bougé notre conscience en fait. Notre corps est toujours là, mais c'est notre conscience qui a voyagé. Et on a un vertige, pour ceux qui ont déjà régressé, ils sentent ce vertige qui peut être même un peu gênant parfois s'il est très fort. Et d'habitude, il existe, quelquefois il peut être très fort. Et en fait, ça c'est toujours super bon signe. Ça veut dire qu'on change notre état de conscience, on change notre taux vibratoire et on bouge notre conscience dans le corps causal qui voit la vie qui est en train de se dérouler maintenant. Voilà. Mais de la même manière que vous êtes tous là maintenant. Comme nous avons un seul corps, que notre humanité est un seul corps, tout se vit maintenant. Voilà. Le tout, c'est pas réfléchir avec la tête, parce que sinon on se fait des nœuds et ça sert à rien. On écoute avec notre cœur, simplement avec notre cœur. Normalement, on comprend. Vous contemplez depuis votre cœur le monde et vous comprendrez que le soleil est partout. Il est même dans la terre, il est partout. Il est en nous, il est autour de nous, il est partout. Voilà. On est ce soleil, mais on l'a oublié. Et notre travail, c'est revenir auprès de lui. Voilà. On a le libre arbitre. Parce que le maillon qui est important à comprendre, c'est notre libre arbitre. Souvent, on va accuser un divin qui serait extérieur à nous, du coup, c'est même plus nous, comme ça on est peinard. Il y a un divin qui nous choisit des choses et c'est pas juste. Puis on a envie d'en vouloir à je sais pas qui, même dans le monde de l'esprit parfois. Concrètement, le libre arbitre qu'on a, c'est pour faire grandir, mûrir, développer la conscience de l'humanité et nourrir l'intelligence divine qui est nous. Nous, notre soleil. Le soleil se nourrit de tous ses rayons. Il ne serait pas ce qu'il est s'il n'avait pas de rayons. Ça n'a pas de sens. Il est ce qu'il est, il réchauffe parce qu'il y a des rayons. Nous le nourrissons dans l'amour en nous. On sent bien que notre amour grandit et se développe différemment. Eh bien c'est pareil, le soleil grandit de nos expériences. Nous sommes les rayons de ce soleil. Et tant qu'on l'a oublié, on peut avoir nos choix avec cet adversaire mental qui va nous faire croire qu'il y a un danger, qu'il faut se protéger, qu'il faut se méfier, qu'il faut se venger, qu'il faut se révolter contre machin qui aurait dû et qu'il aurait fallu, et qui va nous permettre d'entrer dans la guerre. Et là, c'est vraiment l'appel qui nous est proposé, c'est de sortir de ce registre-là. Et c'est techniquement le plus difficile. Vraiment. Le corps a engrammé la logique de la guerre, la logique de la défense agressive. Sentez, si vous êtes au volant, s'il y a une tension quelconque, comment votre corps réagit? Sentez. Il y a des endroits plus agressifs que d'autres. La voiture réveille beaucoup d'agressivité chez les gens. Donc, si on plaçait l'amour au volant de la voiture, faites l'expérience en rentrant tout à l'heure. Placez l'amour au volant de votre voiture, laissez passer les gens, souriez-leur. On pourrait même dire bénissez-les, pas dans le sens religieux, mais dans le sens leur souhaiter le meilleur. Et regardez comment vous êtes quand vous rentrez chez vous. Je pense que vous serez plus détendu. D'accord ? On crée notre enfer, on crée notre paradis. Mais on vit dans qui on est, donc à soi de voir. Libre à nous. Le libre arbitre, c'est ce qui crée la créativité et la puissance de compréhension. Dans l'énergie divine, on a besoin de l'ombre et de la lumière pour développer telle une main gauche, une main droite, tel un cerveau droit, un cerveau gauche, une jambe droite, une jambe gauche. En fait, c'est un juste équilibre, on a besoin des deux. Comment progresser si on n'a pas quelque chose qui nous challenge un peu? Est-ce qu'on saurait qu'on est vraiment généreux, vraiment aimant, si on n'avait pas eu à faire acte de bravoure dans une situation qui nous challenge? Aider quelqu'un qui nous ennuie. Qui a déjà vécu ça? Qui a déjà senti la joie d'avoir fait le bien à quelqu'un qui avait cherché à nous nuire? Quand le cœur a goûté à ça, il ne peut plus s'en passer. C'est la réconciliation avec soi. C'est ça qu'on nous propose. Mais on peut faire ce qu'on veut et continuer à faire la guerre autant qu'on veut. L'invitation est là. Le libre arbitre aussi. Voilà. Sourire aux situations, voir ce qu'elles montrent de nous.
Souvent, on n'aime pas l'autre parce qu'il montre nos travers, notre esprit de vengeance, nos critiques, nos jugements, nos blabla. Mais c'est la faute de l'autre, du coup, bah, si l'autre n'était pas là, moi je serais pas comme ça. Hein. Ouais. Ouais. On a du travail. Voilà. D'accord. Autre question. Oui. Alors moi j'en aurais éventuellement deux. Ok. La première, alors je ne sais pas si elle est pertinente ou pas, mais j'y pense. Est-ce que lors de vos travaux, vous avez touché à tout ce qui est transgénérationnel? Est-ce que déjà pour vous ça existe, le fait qu'une personne puisse venir s'incarner pour régler un problème de lignée, mais qui n'est pas le sien à la base, mais qui est un problème de lignée? On vient apprendre quoi qu'il arrive, c'est-à-dire soyons humbles. Hein. Est-ce qu'on est aimant tout le temps? Et si c'est oui, peut-être, effectivement, qu'on a moins de choses à apprendre, mais c'est pas dit quand même. En vrai, on vient tous travailler sur nous, hein. Et on vient aider aussi. Mais en fait, on fait que ça tout le monde. C'est-à-dire que c'est pas une lignée où tout le monde, toutes les personnes qui sont autour de nous, on s'entraide tout le temps. Donc oui, on vient soigner, mais notre être d'abord, et les autres aussi, ensemble. C'est-à-dire, une lignée, par exemple, pour le monsieur qui s'était incarné, celui qui était prêtre dans son autre vie, il est venu aider cette femme. Il est venu l'aider. Donc il a soigné, mais il est venu développer des qualités, des capacités de remise en question, d'écoute, de libération interne. Voilà. On vient forcément pour soi et l'autre. C'est-à-dire, dès qu'on croit que c'est pour l'autre, c'est comme si nous on était des petits anges et puis que du coup les autres ils avaient plus de problèmes que nous. Pas du tout, hein. On a tous à travailler, même les très grands maîtres spirituels qui s'incarnent sur Terre, même Yeshua, celui qu'on a nommé le Christ, Jésus, est venu pour progresser lui aussi. C'est-à-dire, alors, soyons humbles, hein, si même des maîtres incarnés comme lui venaient travailler aussi pour lui, nous venons tous travailler pour nous, hein, mais pour nous tous, pour s'aider. On choisit une famille, une lignée pour travailler des choses spécifiques en lien à la lignée. Donc, le patrimoine génétique, on le choisit. Comme on choisit notre chaussure, c'est le patrimoine génétique de la lignée. Si on a besoin de travailler, par exemple, des vies de soumission de femmes, et que bah, du coup on va être une femme sans enfant, ou peut-être une femme libre avec un enfant mais pas de mari, on a soigné la lignée, et puis nous, on avait un travail tel que l'autonomie, l'affirmation, libérer les chaînes, et voilà, du coup on a fait notre job pour nous, et puis on a libéré notre lignée. Mais c'est pas, comment dire, ne nous enchaînons pas dans le masque. Une lignée, c'est un masque parmi d'autres. C'est comme si on avait une famille, il y a une seule famille tout court, hein. C'est-à-dire il y a un seul corps, il y a une seule famille, la famille humaine. Mais si on se dit, ouais, la famille de l'autre, ouais, non, c'est pas trop la mienne quand même, on est toujours dans la séparativité. La cellule qui se trouve dans votre bras et une cellule qui se trouve également sur votre front, elles sont dans votre être. Même si elles n'ont pas l'impression d'être de la même famille parce qu'elles font pas le même job, c'est vrai, mais ça reste le même être. D'accord? On soigne l'être. L'être. Notre être. Sentez le son, comme c'est différent quand on le comprend. Vous avez senti là la différence? Donc oui, on va soigner plein de lignées, enfin l'humanité de toute façon. Donc, mais la lignée de l'humanité, quand vous la regardez, elle n'est pas extraordinaire. On a du boulot quand même pour l'apaiser celle-là. Hein. Alors on vient soigner notre lignée, notre être. Le patrimoine génétique fait partie du choix d'incarnation. Hein. Oui. Les maladies, assez souvent, pas toujours, mais ça peut. Tout ça, on peut le demander. Hein. Quand on est avec le monde de l'esprit, on demande qu'est-ce qui fait qu'on a choisi ce corps-là, est-ce que certains événements avaient été choisis avant de s'incarner, si c'est approprié qu'on ait accès au sens rond-là. Quelquefois, on pose des questions, puis on n'a rien. On a des trucs, j'ai demandé pendant 6 mois, je n'ai rien eu comme réponse. Voilà. Au bout d'un moment, ils ont daigné me répondre. Mais voilà, c'est quand ils veulent, c'est quand c'est juste, c'est quand c'est approprié. C'est pas notre vouloir, hein, c'est quand c'est approprié. Voilà. Mais oui, on vient tous soigner tout. On est des soignants. Alors ça, c'était la première question. Vous en avez une autre? Oui, mais vous avez l'air d'avoir fait beaucoup de régressions dans les vies passées. Oui, oui. Du coup, ça m'amène une question. En fait, le livre de Weiss m'est tombé dans les mains, je trouve passionnant. Oui. Vous avez fait des régressions dans les vies futures ou pas? Futur et passé, ça reste quand même toujours... C'est comme avancer un peu dans votre temps, là, dans un mois. C'est ça, une vie future. Non, entendez-moi. Vous êtes un être. Les vies qui vont suivre cette vie-là sont des potentiels, sont des chemins possibles. Vous pouvez explorer un potentiel, vous n'explorez pas ce qui est. C'est potentiellement, si aujourd'hui vous agissez comme si, on reste sur ce chemin-là, sans changer, au bout d'un moment vous irez par là. On pourrait explorer ce chemin-là.
Mais imaginons que d'un coup vous décidiez, parce que vous interprétez une situation différemment, vous décidiez de partir de l'autre côté, ça serait une autre vie. Donc on explore quoi? Des futurs possibles. Ce que j'utilise, c'est beaucoup les futurisations. Dans le processus d'intégration, on demande si c'est approprié toujours, on laisse toujours libre cette possibilité-là, de connecter à un futur vibratoire possible de pleine réalisation de tous les enseignements du jour, ce qui nous permet de nous mettre vers un chemin de réalisation et de sentir, de voir ce que ça va donner que d'avoir tenu compte des enseignements que l'on a reçus aujourd'hui. Parce qu'on n'est pas obligé de tenir compte des enseignements, on peut avoir la tête dure et continuer à en vouloir à la terre entière. Libre à nous. Mais imaginons qu'on tienne compte des enseignements et puis qu'on cherche vraiment à se bonifier et on regarde comment on a avancé dans cette vie-là déjà. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on utilise le plus. On pourrait aller dans les vies futures, certains le font spontanément sans qu'on demande rien. C'est pas exactement comme ça que je souhaite travailler. Voilà, on travaille un peu différemment, surtout dans les futurisations, parce que ça active en fait un changement concret maintenant. Même si je vois comment Weiss il l'a utilisé, parce qu'il montrait que si on ne changeait pas telle chose dans notre vie, ça générait ça comme vie future. Mais en vrai, selon le niveau de connexion de la personne, ça peut être des fantasmes. C'est pour ça que je ne vais pas aussi loin. C'est que bon, les fantasmes c'est super, mais moi ce qui est hyper important, c'est que ce soit utilisable thérapeutiquement, concrètement. Et si c'est trop, quelque part... j'ai lu, il y avait des choses, ça ressemblait quand même un peu à un peu du fantasme. Et je tiens vraiment à ce que ce soit thérapeutique. Donc je ne l'utilise pas, mais si ça vient, ça vient. Voilà, mais je ne l'utilise pas comme ça. D'accord. Mais à chaque fois, on fait une futurisation, c'est-à-dire on regarde le futur de la personne dans sa vie présente, dans la pleine réalisation. On regarde aussi s'il ne tient pas compte des enseignements, comme ça la personne, elle se rend compte de ce que ça donne. Généralement, ça râle un peu quand ça y va, parce que c'est pas terrible, quand on ne tient pas compte de leurs conseils, on a le droit. Et une fois qu'on a vu ce que ça donne, si on reste dans la rancœur, dans la colère, envers un tel ou machin, et on regarde aussi ce que ça donne si on tient compte des enseignements, et souvent c'est quand même un petit peu plus agréable. Donc voilà, on l'utilise comme ça, non? D'accord. C'est déjà pas mal. Merci. J'ai vu qu'il y avait des questions, mais j'ai vu aussi là, et puis après j'arrive. D'accord, merci. Alors, est-ce que je vais être claire? Oui. Si on va pour une réflexion, oui. On dit voilà, j'ai un problème avec ma mère, j'ai un problème avec mon père, j'aimerais travailler ça, mais que notre inconscient sait que c'est pas ça du tout, parce que ça va être cette vision qu'on va avoir. Ah, très bien, merci pour votre question. Alors en fait, on a notre vouloir, et puis il y a ce qui se passe. Voilà. C'est pour ça que souvent, j'écoute ce que la personne veut, mais en vrai, comme je sais qu'ils font ce qu'ils veulent, souvent je finis par alors, donc voilà, vous voulez ça, d'accord. Ce que je vous propose, c'est qu'on écoute ce qu'ils ont, eux, à vous proposer, on laisse une intention vague, et puis si c'est pas exactement ce qu'ils voulaient vous montrer, je poserai des questions en lien après, dans le processus d'intégration. C'est comme ça que je m'en sors, mais en vrai, ils font ce qu'ils veulent, donc du coup, oui, effectivement, on peut vouloir travailler un thème, et ils nous font travailler toute autre chose. C'est ce qui montre aussi que si c'était une invention de la personne, ça serait toujours ce qu'elle veut. En fait, c'est même... c'est pas que c'est rarement le cas, parce que ça arrive, quelquefois c'est quand même, la personne a conscience du thème qui est à travailler en ce moment, quelquefois pas du tout. Quelquefois ça n'a aucun rapport, mais ça va stimuler, par exemple, des vies ressources. C'est pas que des vies difficiles, quelquefois c'est des vraies belles vies ressources, vraiment extraordinairement belles. Pour vous donner un exemple de vie qu'on peut avoir en exploration, une fois on était allé sur un plan autre que l'incarnation terrestre. Sentez comme l'air change quand on évoque ça, c'est drôle, hein? Eh bien, c'était un plan où j'ai été accueillie par un être d'une extrême douceur. D'une douceur absolument indescriptible. Comme si la vibration naturelle de leur plan était similaire à celle de la douceur d'une plume très fine. Tout était sur cette fréquence. Leurs paroles, leurs mots, il n'y avait aucun son strident, comme on peut avoir. Nous, on a des sons pour voir quand même, hein. Aucun son ne pouvait être gênant, strident ou autre, ni grave. Il y avait des tonalités qui n'existaient pas. Les textures, les déambulations des êtres, ce qui émanait d'eux, était douceur. Et l'enseignement qui m'a été donné à ce moment-là était que notre monde manque cruellement de douceur. En fait, ils expliquaient que si on remettait la douceur au centre de tout, eh bien, on changerait le monde maintenant, tout simplement. Si, au lieu de réagir avec agressivité à quelqu'un qui a été agressif, on réagissait avec douceur,
Ça ferait l'effet, il me montrait comme un édredon. On reçoit un mouvement choc dans l'édredon, et en fait on canalise l'énervement de l'autre de cette manière-là. C'est-à-dire en ne répondant pas avec violence à la violence. Désengrammer le réflexe de violence, de colère, de guerre. Et c'est ça qui nous font travailler. Et donc dans cette exploration, qui est un autre plan d'incarnation, tout était d'une extrême douceur. Et le vivre, le ressentir, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Donc inviter ce type d'expérience, parfois je crois qu'on avait posé l'intention d'explorer d'autres plans, il me semble. Hein. Mais voilà, quelquefois ça vient spontanément, parce que c'est ça l'enseignement qu'il voulait nous apporter. Quelquefois c'est par une intention spécifique, peu importe. Mais donc voilà, c'est pas notre intention qui va diriger obligatoirement l'expérience. Parfois ça vient et parfois c'est autre chose. Mais l'avantage du questionnement qu'on a à la fin, c'est qu'on peut poser des questions auprès des enseignants pour avoir des enseignements spécifiques en lien aux questions de la personne. On demande s'il y a des questions spécifiques, ou par exemple on peut demander si on a eu une exploration qui n'avait rien à voir avec la personne en question, par exemple conflit avec le père ou la mère. On peut demander connexion d'âme à âme, ressentir donc comme on s'entend de l'autre côté du voile. On peut demander qu'est-ce qui fait qu'on a choisi ses parents, quel enseignement spécifique notre âme avait besoin en choisissant ses parents. On peut demander si on a des vies ensemble, si ça peut d'avoir un extrait. Ça c'est très très enseignant de voir des extraits de vie avec des personnes avec qui on est incarné dans notre vie présente, et ça permet de mieux comprendre les jeux de rôle. Voilà, on passe par là généralement. Ça va, j'ai répondu. Ça va. Merci. Est-ce qu'on peut envisager une régression sur une vie antérieure animale? Alors, en fait, telle une masse d'énergie qui a voyagé dans différentes, on va dire différents corps, dans ce que j'ai compris en tout cas, l'âme humaine, avant la grande transformation d'un champ, vraiment c'est une sorte de gros remaniement énergétique, on était incarné sous un autre aspect, sous une conscience animale. Ça ne veut pas dire qu'on ait eu, comment dire, c'est pas notre conscience humaine qui était incarnée dans un animal. Hein. Parfois ça peut arriver pour aider à évoluer. Alors si vous êtes intéressé par le monde animal, lisez Le peuple animal de Daniel Meroy, où il exprime extrêmement bien par une exploration où il a reçu des enseignements depuis l'astral et en décorporation, il a reçu des enseignements des devas, des animaux. Donc là vous aurez beaucoup d'enseignements extrêmement riches, c'est vraiment merveilleux. Mais en régression on arrive parfois sans qu'on demande, hein, c'est-à-dire il se place comme ça. J'ai vu des femmes, la femme qui me vient à l'esprit là, elle était louve, une autre panthère, et donc elle vivait ce que c'était l'instinct d'être très proche de son enfant et de vouloir les préserver. Donc est-ce que c'était une vie animale qu'on explorait? Est-ce que c'était métaphorique? Je sais pas, mais en fait, peu importe, nous on prend l'enseignement, en fait, on cherche pas à savoir c'est à qui, c'est à machin, c'est à truc. Même les vies d'ailleurs, je vais vous dire très sincèrement, pour moi on explore des vies. Notre chemin d'âme traverse des vies. Il se peut parfois que ce soit une vie qu'on explore. Est-ce que notre âme l'a vraiment vécue? Peut-être, parfois, c'est plus pour nous enseigner quelque chose de spécifique, c'est pas forcément à nous. De toute façon, on est un seul être, on a toutes les vies maintenant. Toutes les vies sont à tout le monde, si je puis dire. Notre âme a un chemin en particulier, comme une goutte sur Terre, elle est passée par différents endroits, mais elle reste quand même l'océan. Hein. Ça va, j'ai répondu. Super, oui. Une question un peu naïve. En fait, dans vos régressions en vie, est-ce qu'on vous emmène, entre guillemets, au même endroit de temps en temps? Est-ce que vous retrouvez les mêmes endroits, avec les mêmes enseignements? En fait, les endroits dans lesquels je suis enseignée, il y a des fois, les premières régressions, j'ai été emmenée dans des endroits vraiment très particuliers pour recevoir les enseignements. C'est des endroits où je suis revenue rarement. C'est très fort, des endroits vraiment qui font pas qu'on revient rapidement avec... voilà, on flotte un petit temps quand même. Hein. Quand je reçois les enseignements maintenant, c'est plutôt je suis ici et je reçois ici. C'est-à-dire j'ai une posture psychique qui fait que c'est ici que je travaille maintenant. Avant j'avais tendance à aller plutôt vers, et là maintenant j'ai appris pour recevoir mieux en fait, à être vraiment présent comme une demeure qui s'ouvre et ils viennent au-dedans. Voilà. C'est juste être là
qui fait qu'on reçoit. Donc, c'est comme ça maintenant que je reçois les enseignements et toute la journée, c'est-à-dire quand je travaille en cabinet, j'ouvre ma demeure interne et je fais rien. C'est terrible à dire, hein, mais je fais rien. C'est-à-dire j'écoute intérieurement ce qu'ils disent, ce qu'ils montrent et je vois le monde de l'autre, je vois se dessiner autour de la personne ses problématiques, j'entends les remises en question qui sont proposées et je laisse simplement les enseignants travailler de cette manière-là à travers moi. Mais soyons honnêtes, je travaille sans jamais rien savoir avant et en étant juste contente de travailler avec eux parce que je sais que ça sera passionnant, mais voilà. En séance courte, ce que j'enseigne aussi, donc le niveau 3 c'est l'accompagnement thérapeutique et le niveau 4 c'est le module d'approfondissement et là on travaille plus sur les séances courtes que je transmets parce que on raccourcit le temps de séance des régressions qui sont souvent sur 1h30, 2h, voire 2h30 au début et qui deviennent des séances vraiment classiquement 1h30, voire même 45 minutes en cabinet. Maintenant, je travaille sur des séances extrêmement courtes parfois, mais tout rentre. Et j'ai différents chemins que j'enseigne du coup, y compris celui où le monde de l'esprit entre directement dans la personne et enseigne directement dans la personne en face à face sur un format de 45 minutes où la personne reçoit la guidance interne. Donc c'est celui qui m'intéresse le plus, parce que plus la personne reçoit l'enseignement directement dans son cœur, plus la dilatation cardiaque est grande, plus la personne elle part, elle est super contente, elle a entendu des remises en question qu'elle n'aurait jamais acceptées vu du dehors, mais alors vu du dedans c'est normal, c'est quand même extraordinaire. On a vraiment une puissance de compréhension de l'intérieur, et c'est celle-là qui me passionne le plus. Parce que c'est l'essence de ce qu'on cherche à transmettre, c'est que les gens puissent consulter de l'intérieur l'amour enseignant en eux qui va leur donner la meilleure voie possible de réalisation sur ce chemin-là. Nous devons guider notre humain vers, vous savez, les gens ils disent parfois il faut, comment ils disent, tuer l'ego, quelle idée, tuer personne, ça sert à rien. Non, guider avec amour, c'est suffisant. Hein, pas besoin d'éliminer personne. On a besoin de cet humain et on a besoin de ce mental, mais on doit le relier à l'amour en nous et lui permettre de donner le meilleur, c'est-à-dire le discipliner et donner le meilleur ici. C'est un sacré boulot parce que l'humain est très indiscipliné. Les Français encore plus. Oui. Oui. Mais en régression, à ma vision, on est déjà dans un temps de vie intérieure. Comment demander un extrait? Oui, je vous montre. Quand on explore, on descend dans une exploration psychique. Donc qu'est-ce qui se passe? On quitte l'espace de conscience de notre mental, on entre dans l'espace cardiaque, on voyage dans notre corps causal, et on explore la vie intérieure ici et maintenant. On est ici et maintenant, on voit, on sent, on perçoit, on sait de l'intérieur, ici et maintenant. Une fois qu'on a exploré ça, on passe au dernier jour de l'incarnation qu'on vient d'explorer, et qu'est-ce qu'on fait? On reprend le chemin cardiaque, et on se met là. À cet endroit, les enseignants nous enseignent. Et c'est depuis cet endroit-là que je peux redemander le chemin psychique pour se rendre dans un extrait. Et hop, on y retourne, et on regarde le corps causal, et on revient là. Ça va? On appelle ce qu'on veut. Moi, j'utilise l'espace cardiaque qui, pour moi, est vraiment plus simple. Je suis pour la simplicité des mots et du chemin. Plus c'est simple, plus c'est vrai, plus vous êtes sûr qu'on parle le même langage. Le cœur, l'amour enseignant, la lumière en nous. Voilà. Et c'est dans cet endroit-là que notre esprit, parce qu'on peut appeler le monde de l'esprit comme s'il était au dehors de nous, que c'était des gens en dehors. En fait, notre esprit règne avec l'esprit. Donc c'est une partie de nous qui nous enseigne. C'est comme l'adulte profondément épanoui, sage, mature, qui viendrait nous enseigner au-dedans ce que c'est de grandir et de mûrir. Quand un enfant écoute sa raison ou écoute son énervement, il écoute son ego ou la partie sage et mature. Et ben c'est pareil. On peut être encore très enfant à s'énerver ou on peut être très mature à vouloir le bien au-delà. Voilà. C'est cet endroit qui vient nous enseigner du dedans à être vraiment aimant. Voilà. Pas sous condition, pas si l'autre va dans notre sens, pas... Voilà. C'est-à-dire enlever les choses qu'il y a dans notre tête, les listes de choses, les bonnes raisons qu'on a dans notre tête, qui font qu'on en veut à un tel ou à un tel, parce qu'on a quand même raison. Ces listes-là, elles polluent souvent nos têtes. Hein? Moi, je veux bien. Oui. Je
Oui, Voilà, pour rebondir sur la question de cette dame, depuis toujours, j'ai une vision ou une peur de mourir un jour de neige dans le froid. Est-ce que dans les régressions, puisqu'on parlait d'images, de séquences de vie, est-ce qu'on peut aller voir ce qui s'est passé? Bien sûr. On peut poser l'intention. Je ne vous dis pas que vous verrez ce jour-là, mais je vous dis que vous pouvez poser l'intention, puis ils font ce qu'ils veulent, comme d'habitude, mais on peut demander. Le il, c'est le nous, c'est-à-dire notre esprit qui règne à l'intérieur de notre cœur et qui baigne dans l'esprit. C'est comme un soleil, comme si notre rayon d'âme partait du soleil, d'accord? Le soleil nous enseigne à tous. C'est le même soleil dans n'importe quel cœur. Donc c'est ce soleil qui vient nous montrer. Donc il y a notre esprit qui baigne dedans, les esprits mêlés en fusion qui nous enseignent dedans. Nos parents, quoi. Voilà. Donc c'est cet endroit-là qui vient nous enseigner. L'amour en nous vient nous enseigner. Et il pourrait nous montrer peut-être une vie en lien à cela. Peut-être. Peut-être toute autre chose. Et peut-être qu'il vous ferait travailler sur se libérer de la peur de la mort. Ou je sais pas. Je sais pas, moi, en fait. C'est ça qui est bien. Ça, c'est vraiment la joie de jamais avoir besoin de savoir quoi que ce soit. Vu que ce qui se passera sera toujours juste. D'accord? Ça va s'arrêter. Pour résoudre un éventuel blocage, on ne peut pas demander si à revoir la séquence. Si, bien sûr. On peut demander, je vous dis juste qu'ils font ce qu'ils veulent. Mais oui, on peut demander tout ce qu'on veut. Et souvent, ils vont quand même dans notre sens. C'est-à-dire, on a la réponse souvent. Hein. Je vous dis juste que c'est pas notre vouloir qui va être déterminant, c'est ce qui est juste ce jour-là qui sera déterminant. S'ils voulaient vous faire travailler sur un autre enseignement, parce que c'est le plus important, du moment que vous êtes venu jusqu'aux praticiens, eux feront le reste. C'est-à-dire, quelquefois on se dit, moi je veux absolument savoir ça, puis en fait c'est toute autre chose, mais au moins on est venu pour une raison, quelle qu'elle soit. S'il y a un truc qui nous préoccupe, on se dit, moi je veux avoir des infos là-dessus, et c'est ça qui va dynamiser la démarche, c'est suffisant. Eux font ce qu'ils veulent ce jour-là quand même, mais voilà, souvent quand même, voilà, on a la réponse. Hein. Oui. Je veux savoir d'un point de vue, alors je n'ai pas fait d'hypnose, d'un point de vue personne qui vit l'hypnose, ça se passe comment? Elle est consciente de ce Oui, complètement. On est complètement là. Elle entend ce qui se passe autour, et ça marche pour tout le monde de rentrer en hypnose? Concrètement, quand on rentre dans l'état hypnotique, quand vous avez bien saisi que c'est l'espace cardiaque qui se développe, quand je vous dis qu'on peut voir, c'est parce que ça se voit, en fait, ça se développe comme ça autour. Donc on est ici, et maintenant, et nos sens s'ouvrent, et comme une sorte de vapeur d'hologramme, on est dedans, on vit dedans, on voit, on sent, on sait, on perçoit, et se déploie l'expérience, ici. La personne qui est à côté, si elle a des habiletés développées, elle peut voir l'expérience aussi. D'accord ? Ce qui est mon cas et de beaucoup de personnes qui ont bien travaillé en approfondissant beaucoup avec les personnes qui travaillent dans notre formation, la plupart voient beaucoup de choses en même temps, d'accord ? Voire même très très bien en même temps. Donc on est complètement ici et dans l'ici et maintenant, on dilate notre conscience et parce qu'elle est dilatée, elle voit au-delà, d'accord ? C'était quoi l'autre question dans cette question? Il y avait une autre, c'était quoi? Si elle était consciente de ce qui se passe autour d'elle, c'est ça. Si c'était, je laisse rappeler après, de ce qui s'est passé. De tout, et on enregistre. En fait, l'état de conscience psychique avec lequel on travaille, c'est similaire à quand vous allez vous mettre dans votre lit, que vous vous dites, ok, là, il faut que je dorme, on pose tout, on fait rien, et doucement, on amène notre attention à descendre et à se calmer. Ben, c'est cet état psychique qu'on utilise, et après, on développe la chaleur cardiaque, et du coup c'est un espace enseignant lumineux qui vient après nous enseigner. Mais d'abord, on entre par là, et donc on est juste détendu, calme, et on entend extrêmement bien les sons. Même mieux qu'en temps normal. Quand vous êtes dans votre lit, que vous êtes bien tranquille, ben là vous les entendez, là, les voisins, alors qu'on les entendait pas. Vous voyez ? C'est-à-dire c'est un espace qui permet d'entendre tellement bien qu'on entend un peu tout. Et du coup on entend le monde subtil. Voilà. Donc on est complètement présent, complètement conscient, on enregistre les séances, on a l'enregistrement à la fin. Voilà. Alors, il y a un protocole que j'utilise. En fait, j'ai calqué mon protocole parce que ça marche avec moi et je me dis, bon, bah, logiquement, simplement, ça devrait pouvoir aider d'autres. Je me suis beaucoup documentée, c'est-à-dire j'ai approfondi la compréhension spirituelle, de la logique des vies entre elles, pour déjà décloisonner ma compréhension. Ce que je vous ai raconté là, en fait, c'est aussi parce que j'ai beaucoup investi cette compréhension, et si je peux faire ces liens-là aussi, c'est par
à force d'explorer bien sûr, mais avant de commencer, j'avais déjà approfondi la compréhension de à quoi ça pouvait servir, ce que ça allait pouvoir enseigner, et puis le switch de compréhension de les rôles ne sont pas qui on est, ça je l'avais. Donc je savais qu'on pouvait avoir un rôle très différent de qui on est réellement. Donc ça je l'avais compris. Les gens qui ne l'ont pas compris peuvent avoir un peu plus de mal à recevoir certaines informations parce que trop plein de jugements. Donc un temps pour lire, de nombreuses vies, de nombreux maîtres, c'est ce que je conseille souvent. Maintenant, je le dis quand même, on a pratiquement fini d'écrire un livre, Jean-Charles et moi, et on va le sortir au printemps en France. Il va sortir en automne au Québec et puis au printemps en France. Donc là-dedans, il y aura aussi un contenu qui rejoint ce que je vous ai partagé aujourd'hui et qui permet de vraiment comprendre le processus de vie en vie et l'intérêt d'aller vers le processus d'intégration, bien entendu, et pas se contenter de l'exploration. Donc, lire pour pouvoir avoir déjà un peu cheminé intérieurement et avoir un peu, quelque part, soif d'avancer, et faire les MP3 de préparation qui sont 2 MP3 qu'il y a sur mon site et que je partage gratuitement. Vous allez sur la page Hypnose Régressive, vous téléchargez les 2 MP3 et vous les écoutez fréquemment. Le protocole, c'est 7 écoutes de chaque minimum, de manière à ce que vous ayez fait votre part énergétiquement, c'est-à-dire en posant régulièrement l'intention, le monde de l'esprit va venir vous câbler énergétiquement pendant le temps où vous allez faire cet exercice et augmenter votre capacité de réception d'informations. Ce qui nous permettra ensemble, parce que j'ai l'habitude de le faire et que vous aurez fait votre part, d'harmoniser assez facilement l'énergie et d'avoir accès. Maintenant, quelqu'un qui dirait « je suis sous le choc, je viens d'avoir quelque chose de terrible, j'ai découvert la spiritualité hier et demain je veux une régression », c'est non. Voyons, déjà il n'y a pas d'urgence, jamais d'urgence à rien, surtout un travail approfondi, pourquoi faudrait se dépêcher, on a tout notre temps. Voilà. Donc déjà, sur un timing, jamais se dépêcher, prendre son temps. Moi qui aime approfondir, qui aime travailler, j'ai mis entre le temps où j'ai eu envie et où j'ai appelé et eu mon rendez-vous, j'ai mis 2 mois. Voilà. Et c'était correct pour que la mémoire émerge. Je laisse 1 mois minimum. Bon, par mon agenda, faut être honnête, mais au-delà même si j'avais de la place, 1 mois c'est correct. Entre le souhait et le moment où, mais quelquefois il faut plusieurs années. Si on vient d'avoir un choc et qu'on a envie de faire une régression pour comprendre certaines choses, mais qu'on est fraîchement conscient de la spiritualité, on n'est pas mature. C'est-à-dire notre être pourrait pas encaisser trop de marge d'un coup. Patience, il n'y a pas d'urgence en fait. Et dès qu'on a compris ça, en fait on s'y met, on travaille, on développe notre énergie, puis au bout d'un moment il y a quelque chose en nous qui sait que c'est prêt, et là on peut appeler, puis voilà. Mais il n'y a jamais d'urgence à rien. Et non, ça marche pas du premier coup pour certains. Pour avoir maintenant bien l'habitude et pour savoir par où on passe, je vais dire 98% des personnes qui travaillent avec moi ont accès à leur vie antérieure sans problème. Même ceux qui croient qu'ils n'y arriveront pas. Il arrive extrêmement rarement que certaines personnes n'aient pas réellement accès ou aient accès mais ne fassent tellement pas confiance que du coup ils ne donnent pas le matériel et du coup on ne peut pas travailler. C'est extrêmement rare. Voilà. Je laisse du coup un petit pourcent pour dire, mais en vrai, sur 2 ans, je dois en avoir peut-être 2. Voilà, c'est très rare. Parce que la puissance d'énergie qu'on développe quand on travaille avec le monde de l'esprit, c'est comme une source comme l'eau qui serait habituée à passer à un endroit, vous vous doutez bien que ça va passer facilement dès qu'il va pleuvoir. C'est pareil, c'est-à-dire à force d'inviter l'énergie, elle passe facilement. Et ça élève l'énergie de l'autre, et dans la chaleur de quelqu'un, l'autre a plus volontiers sa capacité à se réchauffer rapidement, c'est pareil. D'accord ? Donc c'est le rayonnement de la personne, à force de travailler, qui va faire que ce sera plus facile de travailler avec quelqu'un qui a un peu d'expérience, bien entendu. Mais avec un praticien non expérimenté qui débute, on peut avoir des super belles régressions, ce qui était mon cas avec mes amis par exemple. La première régression que j'ai faite, où j'avais juste lu le classeur, vu les vidéos, pas encore eu la pratique, en stage pratique, elle était juste extraordinaire. On a fait toutes les maladresses possibles, je lui ai dit tout ce qu'il fallait pas. Mais en tout cas, la régression était super, parce que la personne avait fait son expérience, c'était vraiment génial. Maintenant, si je la supervisais, il y aurait tout à revoir. Mais c'était... Mais elle avait eu accès. L'essentiel, c'était ça. Ça marchait, c'est ça qu'on s'est dit. C'était waouh. Et puis, pour vous dire aussi, le sérieux qu'on y met, la foi qu'on y met, c'est dans la conscience d'être honnête, sincère. Eux sont joyeux. Voilà, ils rient, ils sourient. Ils sont... Une fois, c'était dans les tout débuts où j'étais très... j'avais peur de commettre de dire ce qu'il faut pas, il y a plein de trucs à savoir, bref. Et c'était au tout début, j'avais pas encore fait le stage pratique, et puis ça devait être la 2e régression avec mon ami, là.
Et puis on avait des questions, on arrive avec le monde spirituel, donc là voilà, j'ai des questions avec les guides, alors je fais bien tout le protocole et tout. Et puis là je demande est-ce qu'il sera approprié de poser des questions, et puis là mon ami il me dit oui mais il faut se dépêcher. Ah bon alors moi basique, je me dis oui, je me dépêche. Et elle me dit non, il plaisante. Voilà, c'est le genre de contact qu'on peut avoir, c'est-à-dire c'est très aimant et joyeux. C'est très joyeux en fait. Alors, c'est ça qui élève. Est-ce qu'on est dans les temps, ça va? Oui. Parfait. Merci. Merci à tous pour votre écoute. Merci.